cadeau, pour mes 72 ans. Mon fils m'a traîné dans une maison de retraite. Tu ne es qu'un déchet humain sans valeur. A-t-il hurlé. Il a volé mon téléphone, mes cartes, ma vie. Il m'a laissé pourrir pendant 4 mois. Grosse erreur. Le directeur de la maison. Mon meilleur ami depuis 40 ans. Il a appelé mon avocat. Maintenant. 88 appels manqués de mon fils. Déchet humain. C'est ce que tu es, papa. Tu contamines ma vie par ta simple existence. Cette maison de retraite sera ta tombe. Telles furent les paroles de mon fils, Ethan, alors qu'il me traînait dans les couloirs froids de la résidence Les Pins le jour de mon 72e anniversaire. Je n'aurais jamais imaginé que la sortie spéciale qu'il avait promise se terminerait ainsi. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification car nous avons de nouvelles histoires chaque jour. Laissez votre like et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Andrew Carter, et aujourd'hui, en regardant les vieilles photos dans mon nouvel appartement d'un quartier tranquille, j'ai encore du mal à croire que mon propre fils, la personne à qui j'ai consacré 45 ans de sacrifice, ait pu se transformer en cet homme cruel qui m'a enfermé comme si j'étais un déchet. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois retourner à ce mardi 17 mars 2024, le jour de mon 72e anniversaire. Je me suis réveillé ce matin-là avec l'espoir naïf d'un vieil homme qui croyait encore en l'amour d'un fils. Ethan m'avait appelé 3 jours plus tôt, inhabituellement joyeux, promettant qu'il m'avait préparé le plus beau cadeau de ma vie. Sa voix semblait différente, presque enthousiaste. Je comprends maintenant que c'était l'excitation de quelqu'un sur le point de se libérer d'un fardeau. Papa, mardi, je passe te chercher à 10 heures du matin. Habille-toi bien, nous allons dans un endroit très spécial, avait-il dit. Je me souviens parfaitement comment mon cœur s'est rempli d'un fol espoir. Peut-être, pensais-je, pourrions-nous enfin nous reconnecter. Les 5 dernières années avaient été distantes, depuis qu'il avait hérité de l'entreprise de sa mère, ma défunte épouse Béatrice, décédée il y a 7 ans. Ce matin-là, je me suis baigné avec soin. Je me suis rasé. J'ai mis ma plus belle chemise bleu clair et le pantalon gris que je gardais pour les grandes occasions. J'ai fait du café et j'ai attendu près de la fenêtre de mon appartement, dans notre riche quartier du centre-ville, en regardant la rue. À 10 heures précises, l'Audi noir d'Ethan s'est arrêté devant l'immeuble. Je suis descendu avec un sourire aux lèvres. Mon fils est sorti de la voiture, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate rouge. Il m'a serré brièvement dans ses bras, une étreinte mécanique que j'aurais dû reconnaître comme un signal d'alarme, mais j'étais aveuglé par l'illusion. Joyeux anniversaire, papa. Aujourd'hui sera un jour que tu n'oublieras jamais, dit-il avec un sourire que j'ai alors interprété comme de l'affection. Comme il avait raison, mais pas de la manière que j'imaginais. Pendant le trajet d'1 heure vers la périphérie de la ville, j'ai essayé de parler. J'ai posé des questions sur Sarah, ma petite fille de 19 ans, sur l'entreprise, sur Nathalie, sa femme. Il répondait par des monosyllabes, le regard fixé sur la route. J'ai attribué son silence au stress du travail, quelle naïveté. J'ai remarqué d'étranges petites choses. Ethan vérifiait constamment sa montre, tambourinait impatiemment ses doigts sur le volant, et quand j'ai essayé d'allumer la radio, il m'a pratiquement tapé sur la main pour l'éteindre. Je préfère le silence, dit-il sèchement. J'ai dégluti, mal à l'aise, mais je me suis tu. Nous avons commencé à monter une route sinueuse dans les collines. Le paysage était magnifique. Des arbres de chaque côté, un ciel bleu clair, mais quelque chose dans mon estomac a commencé à se tordre. Nous avons passé un panneau indiquant « Résidence gériatrique Les Pins, 2 km ». J'ai pensé qu'Ethan faisait peut-être du bénévolat là-bas, qu'il m'emmenait voir l'endroit. Mon esprit cherchait encore des explications innocentes. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant un bâtiment beige de 3 étages avec des barreaux blancs aux fenêtres, ma confusion a grandi. « Qu'est-ce qu'on fait ici, mon fils ?» ai-je demandé de la voix la plus douce possible. Il a coupé le moteur, a pris une profonde inspiration et, pour la première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. Ce que j'ai vu dans ce regard m'a glacé le sang. Une froideur absolue, du mépris, presque du soulagement. « Papa, c'est ta nouvelle maison, » dit-il avec un calme terrifiant. Avant que je puisse comprendre ces mots, il est sorti de la voiture, a fait le tour du véhicule, a ouvert ma portière violemment et m'a saisi le bras avec force. « Allons-y. Ne rends pas ça plus difficile. » Ethan, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une blague? Ma voix tremblait. Il n'a pas répondu. Il m'a juste traîné vers l'entrée. J'ai essayé de me libérer, mais à 72 ans, ma force n'était pas de taille. À la réception, une femme d'une cinquantaine d'années en uniforme blanc nous a accueillis avec une expression professionnelle même mal à l'aise. « Monsieur Carter ?» demanda-t-elle en regardant Ethan. Il a hoché la tête. « Oui, j'amène mon père, Andrew Carter, pour une admission permanente. » Tout est déjà réglé. Les mots « admission permanente » ont explosé dans mon cerveau comme un feu d'artifice d'horreur. « Ethan, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas malade. Je n'ai pas besoin d'être ici, ai-je crié en essayant de me dégager. La réceptionniste nous regardait avec malaise, clairement habituée à ces scènes. Mon fils m'a traîné dans un long couloir qui sentait le désinfectant et la nourriture d'institution. Je criais, exigeant des explications, le suppliant de m'écouter. Il est resté silencieux, la mâchoire serrée, jusqu'à ce que nous arrivions à une petite chambre avec un lit simple, un casier en métal et une fenêtre à barreaux donnant sur une cour intérieure grise. Il m'a poussé à l'intérieur. Puis, enfin, il a parlé, et ces mots sont gravés à jamais dans ma mémoire. « Écoute-moi bien, papa, car c'est la dernière chose que je te dirai jamais. Tu ne vaux plus rien maintenant. Tu es un déchet humain qui ne fait que contaminer ma vie par ton existence. Chaque fois que je te vois, chaque appel de toi, chaque visite obligatoire me rappelle tout ce que je pourrais avoir si tu n'existais pas. Cette maison de retraite est ta place. Ici, tu pourriras jusqu'à ce que la mort ait enfin pitié de moi et t'emporte. » Je suis resté paralysé, incapable de respirer. Mon propre fils, dont j'avais changé les couches, à qui j'avais appris à faire du vélo, pour qui j'avais travaillé 70 heures par semaine pendant des années pour payer ses études dans la meilleure école préparatoire privée de la ville, investissant 150 000 $, me regardait avec une haine que je n'avais jamais vue diriger contre moi. Avant que je puisse répondre, Ethan s'est avancé vers moi et a commencé à m'arracher mes affaires. Il a pris mon téléphone portable de la poche de mon pantalon. « Tu n'en auras pas besoin. » Il a pris mon portefeuille avec ma carte d'identité, mes cartes bancaires, les photos de Sarah que je portais toujours. Ça non plus. Il a même enlevé la montre que Béatrice m'avait offerte pour notre 30e anniversaire. « Ethan, s'il te plaît, mon fils, parlons. Quoi que j'ai fait pour te contrarier, je suis désolé. Nous pouvons arranger ça, ai-je supplié, des larmes commençant à couler sur mes joues. Il a ri, un rire cruel et creux, vide de toute humanité. Arranger ça? Il n'y a rien à arranger, vieil homme. Tu as juste cessé d'être utile. Au revoir, papa. Profite de ta tombe vivante. Il est sorti de la chambre et a verrouillé la porte de l'extérieur. Je suis resté là, au milieu de cette cellule froide, à écouter ses pas s'éloigner dans le couloir. Puis le bruit du moteur de sa voiture qui démarre et enfin le silence. Je me suis laissé tomber sur le lit. Mon cœur brisé en 1000 morceaux. Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans ce moment de désespoir absolu. Mon esprit d'ingénieur civil, entraîné pendant 50 ans à analyser des structures et des problèmes, a commencé à fonctionner avec une clarté inattendue. Je n'ai pas pleuré de manière incontrôlable. Je n'ai plus crié. Au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à me souvenir, à observer, à enregistrer chaque détail de ce qui venait de se passer. Les mots exacts d'Ethan, son langage corporel, la façon dont la réceptionniste semblait mal à l'aise, le fait que mon fils ait dit « tout est déjà réglé ». Comme s'il avait planifié cela à l'avance. J'ai ouvert les yeux et j'ai observé la pièce méthodiquement, la fenêtre à barreaux, la porte verrouillée, l'absence totale de mes affaires. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan exécuté avec précision. Et c'est à ce moment-là, assis sur ce lit dur dans une maison de retraite qui sentait la solitude et l'abandon, que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Si mon fils croyait m'avoir détruit, s'il pensait que j'allais abandonner et mourir tranquillement dans cette prison gériatrique, il se trompait lourdement. Je ne chercherais pas une vengeance aveugle. Je chercherais quelque chose de beaucoup plus puissant, la vérité, la justice, et peut-être, juste peut-être, une leçon que mon fils devait apprendre avant que son âme ne se perde complètement dans les ténèbres. Mais pour cela, il me faudrait du temps, de la patience et surtout, garder la tête froide. Car si ma carrière d'ingénieur m'avait appris quelque chose, c'est que les meilleures structures sont construites avec une planification minutieuse, et non avec des réactions impulsives. J'ai séché mes larmes.
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à observer tout ce qui m'entourait avec des yeux neufs. Non pas les yeux d'une victime, mais ceux d'un stratège qui venait de recevoir le défi le plus important de sa vie. Et ce qu'Ethan ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans ses pires cauchemars, c'est que le directeur de cette maison de retraite, l'homme qui avait signé les papiers d'admission, était Jake Miller, mon meilleur ami depuis 43 ans. Mais ça, mon fils l'apprendrait très bientôt. Les premiers jours au pain se sont écoulés avec une lenteur qui aurait brisé n'importe quel homme de moindre trempe. Mais moi, Andrew Carter, j'avais construit des ponts qui supportaient des tonnes. Je savais que la vraie force ne se mesure pas en cris, mais dans la capacité à rester lucide quand tout s'effondre. Le lendemain de mon enfermement, une jeune infirmière est entrée dans ma chambre. Elle s'appelait Rose Evans, selon son badge. Elle a apporté un plateau avec un petit déjeuner institutionnel, café à queue, pain grillé sec, une petite barquette de gelée. Elle m'a observé avec ce mélange de pitié et de professionnalisme qu'elle appliquait sûrement à tous les résidents âgés. « Bonjour, monsieur Carter. »« Comment avez-vous dormi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. J'aurais pu crier la vérité. J'aurais pu lui dire que mon fils m'avait kidnappé contre mon gré, mais quelque chose en moi m'a averti d'être stratégique. « Bonjour, Rose », ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même. « Je pourrais aller mieux, mais j'apprécie votre gentillesse. » Elle a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à de la cohérence de la part de quelqu'un censé souffrir de démence sévère. Pendant ces 3 premières semaines, j'ai établi une routine méticuleuse. Chaque matin, je me levais à 6 heures, faisais des exercices légers dans ma chambre, me lavais soigneusement. Quand le personnel entrait, je discutais poliment avec eux, leur demandais des nouvelles de leur famille, me souvenais de leur nom. Je voulais que tout le monde voie que mon esprit fonctionnait parfaitement. Rose est devenue ma principale source d'information. Un après-midi, alors qu'elle m'apportait les médicaments que je faisais semblant de prendre mais que je cachais sous ma langue pour les recracher plus tard, je lui ai demandé nonchalamment, « Rose, mon fils vous a-t-il parlé quand il m'a amené ?» Elle a hésité, mal à l'aise. « Monsieur Carter, je ne devrais pas. »« S'il vous plaît, » ai-je insisté doucement. « Je veux juste comprendre ce qu'il vous a dit. »« J'ai le droit de savoir, ne pensez-vous pas ?» Elle a soupiré, regardant vers la porte pour s'assurer que personne n'écoutait. « Votre fils nous a expliqué que vous aviez demandé à venir ici volontairement. Il a dit que vous étiez devenu agressif dernièrement, que vous aviez des épisodes violents, que vous oubliez des choses importantes comme laisser la cuisinière allumée. Il nous a montré de supposés rapports médicaux indiquant un Alzheimer avancé. » Chaque mot était un mensonge soigneusement construit. J'ai senti la rage bouillir dans mes veines, mais j'ai gardé un visage serein. « Et qu'en pensez-vous, Rose ? Vous semble-t-il que je sois agressif ou dément ? » Elle m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois. « Honnêtement, monsieur Carter, vous êtes le patient le plus lucide et le plus gentil que nous ayons dans cette aile. C'est pourquoi votre dossier me trouble tant. » J'ai souri tristement. « Merci pour votre honnêteté. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Pendant les longues nuits solitaires, mon esprit voyageait dans le passé, cherchant des réponses. Où avais-je échoué en tant que père ? Je me souvenais clairement du jour de la naissance d'Ethan, le 22 juin 1979. Béatrice était en sueur, épuisée après 14 heures de travail. Quand le médecin a placé ce minuscule bébé dans mes bras, j'ai pleuré de bonheur. « Tu seras un grand homme », lui ai-je murmuré. « Je te le promets. » J'ai tenu cette promesse avec un sacrifice absolu. J'ai travaillé de 6 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours par semaine. Chaque dollar que je gagnais en tant qu'ingénieur civil, je l'ai investi pour donner à Ethan la meilleure éducation dans la meilleure école préparatoire privée, qui coûtait $3 500 par mois, cours de piano, natation, anglais avancé, voyages éducatifs à Londres. Au total, j'ai investi $150 000 dans son éducation. Mais maintenant, en analysant avec une clarté douloureuse, je voyais les erreurs. Quand Béatrice est morte il y a 7 ans d'un cancer du pancréas, Ethan a hérité de son entreprise d'importation de textiles, évaluée à $1 demi-million. J'ai insisté pour qu'il la reprenne, pensant que cela lui donnerait de la stabilité. Au lieu de cela, cela lui a donné un pouvoir qu'il ne savait pas gérer. Les changements ont été progressifs. D'abord, les visites sont devenues moins fréquentes. Ensuite, les conversations sont devenues transactionnelles. « Papa, j'ai besoin que tu signes ces papiers. »« Papa,
prête-moi 40 000 $ pour développer l'entreprise. J'ai toujours accepté, aveuglé par l'amour paternel. Il y a 5 ans, quand Ethan a eu 40 ans, j'ai remarqué qu'il était différent, plus arrogant, matérialiste, obsédé par les apparences. Il conduisait des voitures allemandes chères, portait des costumes italiens, dînait dans des restaurants où un repas coûtait 200 $. Quand je lui ai demandé si tout allait bien financièrement, il a répondu avec irritation. « Je vais parfaitement bien, papa. Arrête de me traiter comme un enfant. » Le signe le plus clair est venu il y a 2 ans. Sarah, ma petite fille, est venue me voir en pleurant. « Papi, maman et papa se disputent tout le temps à propos d'argent. Papa dit, il dit que tu es un fardeau. Que quand tu ne seras plus là, il pourra vendre tes propriétés et vivre confortablement. » Je l'ai consolé, pensant que c'était des mots prononcés dans un moment de stress. Quelle naïveté. Maintenant, enfermé dans cette chambre froide, les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté brutale. Ethan ne m'avait pas admis par souci médical. Il m'avait admis parce que je suis un obstacle entre lui et mon patrimoine. Les 3 propriétés commerciales dans un quartier de premier choix du centre-ville, que j'ai acheté avec des décennies de travail, évaluées à 800 000 $, les 300 000 $ d'investissement, les comptes en banque avec les économies que j'ai accumulées en vivant modestement. Un après-midi, le 10e jour de mon enfermement, j'ai eu une conversation révélatrice avec Linda, une autre infirmière d'une 60aine d'années. Elle nettoyait ma chambre pendant que je regardais par la fenêtre à barreaux. « Monsieur Carter, » dit soudain Linda. « Je travaille dans des maisons de retraite depuis 32 ans. J'ai tout vu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas votre place ici. Votre regard est trop clair. Vos mouvements trop assurés. Que se passe-t-il vraiment ? » Je me suis tourné vers elle, évaluant si je pouvais lui faire confiance. J'ai décidé de prendre le risque. « Linda, mon fils m'a amené ici contre mon gré. Il m'a tout pris. Téléphone, documents, argent. Il a dit au personnel que j'étais dément, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. » Elle a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Avez-vous de la famille qui peut vous aider ? Des amis ? J'ai une petite fille, Sarah. Mais Ethan lui a probablement dit que je voyageais ou quelque chose comme ça. Elle étudie à l'université. Elle n'a aucun moyen de savoir où je suis. Je fis une pause. Et j'ai des amis, oui, mais sans téléphone, sans aucun moyen de contacter l'extérieur. Linda m'interrompit à voix basse. Le directeur de cette maison, Monsieur Miller, est un homme juste. Il fait des rondes de nuit personnelles, vérifiant que tout est en ordre. Peut-être que si vous lui parlez. Mon cœur a fait un bond. Jacob Miller. Comment n'y avais-je pas pensé avant ? Quand Rose a mentionné les pains le premier jour, le nom m'a semblé familier, mais mon cerveau était trop traumatisé pour faire le lien. Maintenant, je me souvenais. Jake m'avait dit il y a des années qu'il gérait une résidence gériatrique à la périphérie de la ville. Linda, dis-je avec urgence. Le prénom de Monsieur Miller est-il Jacob ? Elle a hoché la tête. Oui, Jacob Miller. Vous le connaissez ? Un petit sourire, le premier depuis des jours, est apparu sur mon visage. Linda, Jake et moi avons construit le bâtiment municipal d'Austin ensemble en 1982. Nous sommes amis depuis 43 ans. Les yeux de Linda se sont illuminés. Alors il y a de l'espoir, Monsieur Carter. Monsieur Miller passe dans les chambres vers 23 heures. Je serai de garde. Quand il viendra, je vous ferai un signe. Cette nuit-là, j'ai attendu éveillé, mon cœur battant la chamade. À 23h15, j'ai entendu des pas dans le couloir. La porte s'est ouverte doucement. Un homme de grande taille est entré, 68 ans, cheveux gris parfaitement coiffés, lunettes à monture métallique. Il portait une blouse blanche de directeur médical et tenait un presse-papier. Nos regards se sont croisés. J'ai vu ses yeux s'écarquiller de choc absolu, l'incrédulité se transformant en reconnaissance. « Andrew » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Salut, vieil ami » ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas, je suppose que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Jake ferma soigneusement la porte derrière lui, s'assurant que personne d'autre n'était dans le couloir. Son visage était passé du choc initial à un mélange d'indignation et de confusion absolue. Il s'approcha de mon lit à pas rapides,
laissant le presse-papier sur la table de nuit en métal. « Andrew, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu fiches ici » murmura-t-il intensément. « J'ai examiné ton dossier il y a 2 heures quand Linda m'a alerté que quelque chose d'étrange se passait avec le patient de la chambre 214. Quand j'ai vu ton nom complet sur les documents, j'ai cru à une erreur, une coïncidence. Andrew Carter ne peut pas être admis dans ma maison de retraite en tant que patient atteint de démence avancée. Je t'ai vu il y a 6 mois à l'anniversaire de la construction de la mairie d'Austin, et tu allais parfaitement bien. » Je me suis redressé dans le lit, lui faisant signe de prendre la seule chaise disponible. « Assieds-toi, Jake. Ce que je vais te dire est difficile à croire, mais j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout sans m'interrompre. » Il s'est laissé tomber sur la chaise, enlevant ses lunettes pour se frotter les yeux avec lassitude. « Parle. Je te connais depuis 43 ans. Je sais quand quelque chose ne va pas du tout. » Pendant les 20 minutes suivantes, je lui ai tout raconté. La fausse sortie spéciale pour mon anniversaire, les mots cruels d'Ethan, comment il m'a dépouillé de mes affaires, les mensonges qu'il a racontés au personnel sur ma prétendue démence et ma violence. Jake écoutait avec la mâchoire crispée, les veines de son cou se dessinant à chaque révélation. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant près d'1 minute, traitant l'information. Finalement, il a parlé, sa voix tremblant de rage contenue. « Andrew, c'est un kidnapping. Une institutionnalisation forcée sans cause médicale légitime. Je peux te faire sortir d'ici tout de suite. J'appelle la police. Je dénonce ton fils pour... » « Non, » l'interrompis-je avec une fermeté surprenante. Il me regarda, stupéfait. « Pas encore, Jake. »« Comment ça, pas encore ?»« Ils te retiennent prisonnier. Ton fils a commis un crime grave. » Je pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. « Écoute-moi. Si nous agissons impulsivement maintenant, Ethan dira simplement que c'était un malentendu, que j'avais consenti à l'admission et que je suis ensuite devenu confus. Il a de faux documents. Il a probablement soudoyé un médecin corrompu pour signer des diagnostics inexistants. Tu sais comment fonctionne le système juridique. Ce sera ma parole contre la sienne, et il a des papiers pour le soutenir. » Jake se pencha en avant, entrelaçant ses doigts. « Alors, que proposes-tu ? » J'ai besoin d'observer davantage, de comprendre toute l'ampleur de ce qu'il fait. Parce que je soupçonne que ce n'est pas seulement une cruauté spontanée. Ethan a planifié cela méticuleusement, ce qui signifie qu'il y a plus. Il essaie probablement d'accéder à mon patrimoine, de falsifier des documents, de vendre des propriétés. Si je sors maintenant, il ajustera simplement sa stratégie et sera plus prudent. Mais si je reste ici quelques semaines de plus, sous ta protection discrète, nous pourrons rassembler des preuves irréfutables. Le visage de Jake montrait un conflit interne entre l'impulsion de m'aider immédiatement et la logique froide de mon argument. Il hocha finalement la tête lentement. « Tu as raison. C'est ce qu'un ingénieur ferait. Analyser toute la structure avant d'intervenir. Mais Andrew, je ne te laisserai pas dans cette chambre misérable un jour de plus. » Il se leva avec détermination. « Demain matin, je te transfère dans la suite du 3e étage, celle que nous réservons aux membres de la famille des patients qui visitent pour de longues périodes. Elle a une salle de bain privée, une télévision, un téléphone interne. Officiellement, tu seras toujours un patient, mais en réalité, tu seras mon invité protégé. De quel patrimoine ton fils essaie-t-il de s'emparer ? » Je me suis adossé au mur froid. 3 propriétés commerciales dans des emplacements de premier choix, évaluées ensemble à 800 000 $. Des investissements en obligations et en actions pour environ 300 000 $. Des comptes d'épargne à la Bank of America avec environ 220 000 $ accumulés sur 40 ans de travail. Total, 1 320 000 $, plus ou moins. Jake siffla à voix basse. Un motif puissant pour enfermer un père. A-t-il accès à quoi que ce soit actuellement ? Pas directement, mais s'il parvient à me faire déclarer mentalement incompétent en utilisant ces faux documents que tu as mentionnés, il pourrait demander la tutelle légale et prendre le contrôle de tout. C'est pourquoi il est crucial qu'il ne sache pas que toi et moi nous connaissons. Tant qu'il me croit complètement isolé, vulnérable et sans ressources, il se sentira en sécurité pour agir, et chaque action qu'il entreprendra sera une preuve. Jake se dirigea vers la fenêtre, regardant la cour sombre. Tu as mentionné que tu avais des documents importants. Où sont-ils ? J'ai souri pour la première fois avec une ruse authentique. Dans la double doublure de mon portefeuille.
Ethan l'a pris, oui, mais il a toujours été négligent avec les détails. Il l'a probablement jeté dans un tiroir de bureau sans le vérifier à fond. Si nous parvenons à le récupérer, nous y trouverons des photocopies réduites des titres de propriété, les codes d'accès à mon coffre-fort à la succursale de la Bank of America sur Main Street, et le numéro de téléphone direct d'Evan Shaw. Evan Shaw, l'avocat d'affaires? Le même. Mon avocat personnel depuis 22 ans. Il a des copies de tous mes documents juridiques, testaments, procurations. Oui, Jake. Tu peux le contacter discrètement en mon nom. Il peut commencer une enquête silencieuse sur les activités d'Ethan. Evan est méticuleux, un ancien procureur. Il saura exactement quoi chercher. Jake retourna à la chaise, maintenant avec l'expression d'un stratège militaire. Très bien, voici ce que nous allons faire. Demain à la première heure, je te transfère dans la suite. Je dirai au personnel que tu as besoin d'un isolement spécial en raison d'épisodes d'agitation nocturne qui nécessitent une supervision directe. Cela justifiera que je te rende visite fréquemment sans éveiller les soupçons. Je te fournirai un téléphone portable de base que seuls toi et moi connaîtrons. De là, tu pourras contacter Evan. Parfait. Mais il y a quelque chose de plus important, Jake. J'ai besoin que tu documentes tout sur mon admission. L'absence d'une évaluation médicale préalable légitime, les déclarations qu'Ethan a faites au personnel, toute irrégularité dans les documents. Si cela va un jour au tribunal, nous aurons besoin de preuves institutionnelles que c'était une fraude dès le début. Il hocha vigoureusement la tête. J'ai un accès complet au dossier. Je peux faire des copies de tout sans que personne ne s'en aperçoive. De plus, j'installerai une petite caméra de sécurité dans ta nouvelle chambre, officiellement pour la surveillance médicale. En réalité, elle enregistrera tout ce dont nous aurons besoin. Nous sommes restés silencieux un moment, mesurant l'ampleur de ce que nous planifions. Finalement, Jake a parlé, sa voix chargée d'émotion. Andrew, quand nous avons travaillé ensemble à Austin, en construisant ce bâtiment municipal en 1982, nous étions jeunes. Tu avais 30 ans, j'en avais 26. Nous avons passé 18 mois à mélanger du béton sous un soleil de plomb, à souder des poutres à 4 mètres de haut, à dormir dans des baraquements partagés. Nous avons partagé des bouteilles de vin bon marché, des histoires sur nos femmes, des rêves pour l'avenir. Tu m'as appris que le fondement de toute structure solide est l'intégrité. Je n'ai jamais oublié cette leçon. J'ai senti une boule dans ma gorge. Et tu m'as appris que la véritable amitié se teste non pas dans les moments de célébration, mais dans les moments de crise. Jake tendit la main. Je la serrai fermement. Tu t'en sortiras, mon frère. Pas seulement libre, mais victorieux. Ton fils apprendra qu'il a complètement sous-estimé l'homme qu'il a essayé d'enterrer vivant. Je ne cherche pas une vengeance destructrice, Jake. Je cherche une justice éducative. Je veux qu'Ethan comprenne les conséquences de la trahison de la confiance, de la valorisation de l'argent au détriment de l'humanité. S'il y a une possibilité de salut pour son âme, elle doit passer par la confrontation avec la vérité complète de ce qu'il a fait. Jake se leva, ramassant son presse-papier. Alors nous l'aiderons à trouver cette vérité, même si ça lui fait mal. Repose-toi maintenant, Andrew. Demain, ta vraie libération commence, même si Ethan ne le sait pas encore. Quand la porte s'est refermée derrière mon ami, je me suis allongé sur le lit, ressentant quelque chose qui ressemblait à de l'espoir pour la première fois depuis mon enlèvement. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas impuissant. Et surtout, j'avais le temps de construire une réponse aussi solide et inébranlable que les ponts que j'ai conçus pendant un demi-siècle. Ethan pensait m'avoir vaincu en un seul coup. Mais les vrais échecs se jouent en plusieurs coups, avec une patience stratégique, et je venais de déplacer ma première pièce importante. Le lendemain matin marqua le début de ma transformation de victime à stratège. Jake tint parole avec une efficacité militaire. À 7 heures du matin, 2 aides-soignants entrèrent dans ma chambre avec un fauteuil roulant, expliquant au personnel de service que le directeur avait ordonné mon transfert à la suite 312 pour des besoins de supervision spécialisés. La nouvelle chambre était un autre monde comparé à la cellule où Ethan m'avait enfermé. Elle faisait près de 30 mètres carrés avec un grand lit, un petit canapé en cuir marron, un bureau en bois, une télévision à écran plat et de grandes fenêtres sans barreaux donnant sur un jardin de rosiers. La salle de bain privée comprenait une douche adaptée et une coiffeuse avec un grand miroir. C'était essentiellement un appartement modeste mais digne. Jake apparut 20 minutes plus tard, verrouillant la porte de l'intérieur.
De sa mallette médicale, il sortit un téléphone portable Nokia de base, un chargeur et un petit carnet. Le téléphone est enregistré au nom de la fondation de l'asile. Impossible de te le tracer. Il a un solde prépayé pour 200 heures d'appel. Utilise-le exclusivement pour les contacts essentiels. J'ai pris l'appareil avec des mains qui tremblaient légèrement d'une émotion contenue. La liberté technologique après des semaines d'isolement absolu. Jack, je n'ai pas de mots pour te remercier. Il a balayé le geste de la main. Les frères ne se remercient pas. Ils se soutiennent. Maintenant, parlons stratégie. Tu dois contacter Evan Shore le plus tôt possible. Mais d'abord, nous devons réfléchir aux informations exactes que tu as besoin qu'il enquête. Je me suis assis au bureau, ouvrant le carnet à une page blanche. Mon cerveau d'ingénieur passait en mode de planification structurelle. Premièrement, j'ai besoin qu'Evan vérifie tous les comptes bancaires à mon nom. Si Ethan a essayé d'y accéder, il y aura des traces numériques. Les banques enregistrent chaque tentative de connexion, chaque demande d'information, chaque mouvement suspect. J'écocha la tête pendant que j'écrivais. Deuxièmement, il doit vérifier le statut juridique de mes 3 propriétés. Si Ethan essaie de les vendre ou de les hypothéquer, il devra falsifier ma signature sur des actes. Cela laisse des preuves notariales. Troisièmement, je veux savoir s'il a déposé des demandes légales de tutelle ou d'incapacité juridique sur la base de ces faux diagnostics médicaux. Et concernant ton portefeuille, demanda Jack, tu as mentionné des documents cachés dans la doublure. Je fermai les yeux, visualisant chaque détail de ce portefeuille en cuir marron que j'utilisais depuis 15 ans. Dans le compartiment secret derrière la section des cartes, il y a des photographies réduites des titres de propriété de Main Street, Oak Avenue et Maple Drive. Aussi, le code à 6 chiffres de mon coffre-fort à la Bank of America, 739 215, et la carte de visite d'Evan avec son numéro direct manuscrit au dos. Jake écrivait furieusement. Penses-tu qu'Ethan ait vérifié ce compartiment? Mon fils a hérité de beaucoup de choses de sa mère, mais le souci du détail n'en faisait pas partie. Béatrice était organisée et méticuleuse. Ethan a toujours été impatient, agissant sur un coup de tête. Il a probablement vidé le portefeuille des cartes et de l'argent visible, supposant qu'il avait tout. Le compartiment secret nécessite d'appuyer simultanément sur 2 boutons latéraux tout en faisant glisser la doublure. Ce n'est pas évident. Alors il est probable que ces documents existent encore. Où penses-tu qu'il a gardé tes affaires? Je réfléchis, me souvenant de la personnalité d'Ethan. Connaissant son ego, il les a probablement laissés dans son bureau à l'entreprise, celle qu'il a héritée de Béatrice dans le quartier financier. Il aime garder des trophées de ses victoires à proximité. De plus, s'il prévoit de falsifier des documents, il aurait besoin d'étudier ma signature, ce qui signifie garder des échantillons accessibles. Jake se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Evan pourrait engager un détective privé pour récupérer ce portefeuille. Ou mieux encore, si nous obtenons la preuve qu'il contient tes documents volés, la police pourrait obtenir un mandat de perquisition. Pas encore, répétai-je fermement. Chaque action prématurée alertera Ethan qu'il y a une résistance. J'ai besoin qu'il se sente absolument en sécurité, invincible, pour qu'il commette des erreurs de plus en plus grosses. Les criminels confiants sont des criminels négligents. Jake retourna sur le canapé, m'étudiant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Andrew, je comprends la logique, mais rester volontairement ici pendant que ton fils pense qu'il t'a détruit. Es-tu sûr de pouvoir le supporter émotionnellement? La question était pertinente. Pendant ces semaines, j'avais pleuré dans la nuit solitaire. J'avais senti mon cœur se briser chaque fois que je me souvenais du petit garçon qui me serrait dans ses bras en criant « Papa » quand je rentrais du travail. Mais quelque chose de plus grand que ma douleur personnelle était en jeu. Jake, si je cède maintenant à l'impulsion de m'échapper et de le dénoncer, Ethan recevra une punition légale. Oui, peut-être quelques mois de prison, une amende, un casier judiciaire. Mais son âme sera toujours pourrie. Sa compréhension de ce qu'il a fait restera superficielle. Il n'y aura pas de véritable transformation, seulement du ressentiment d'avoir été pris. Je me suis levé, sentant une conviction absolue. Mais si je construis cela correctement, si je documente chaque mensonge, chaque trahison, chaque acte de cruauté, et que je lui présente ensuite non seulement comme une preuve juridique, mais comme un miroir moral, il y a une possibilité microscopique que quelque chose en lui se réveille. Qu'il regarde ce miroir et voit enfin le monstre qu'il est devenu.
Et s'il y a ne serait-ce qu'une chance de 1% de sauver son humanité, cela vaut la souffrance supplémentaire. Jake avait les larmes aux yeux. Tu es un homme meilleur que moi, mon frère. Je voudrais juste le détruire. La destruction est facile. La reconstruction est le véritable défi de l'ingénierie, qu'il s'agisse de bâtiments ou d'âmes humaines. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan détaillé. Jake contacterait Evan cet après-midi même en utilisant un téléphone sécurisé de son bureau privé. Il lui expliquerait la situation complète, en lui envoyant des photographies de mon dossier frauduleux comme preuve préliminaire. Evan commencerait une enquête discrète immédiate sur les mouvements financiers suspects. De plus, Jake installerait une caméra de sécurité miniature dans ma suite, officiellement pour la surveillance médicale. En réalité, elle enregistrerait nos réunions stratégiques comme sauvegarde documentaire. Il me fournirait également un accès à Internet via une tablette personnelle, me permettant de faire des recherches sur les lois pertinentes concernant l'institutionnalisation forcée, la tutelle frauduleuse et les droits des personnes âgées. Encore une chose, dis-je alors que Jake se préparait à partir. J'ai besoin que tu enregistres les conversations avec le personnel sur ce qu'Ethan leur a dit lors de mon admission initiale. Ces fausses déclarations sur ma prétendue violence et ma démence. Les témoignages de Rose, Linda, de quiconque a interagi avec lui. Chaque mensonge documenté est une munition future. Considère que c'est fait. Rose m'a déjà exprimé des doutes sur ton diagnostic. Je suis sûr qu'elle témoignera si nécessaire. Après le départ de Jake, je me suis assis au bureau avec le téléphone portable entre les mains. J'avais mémorisé le numéro d'Evan après 22 ans de relations professionnelles, mais j'ai décidé d'attendre que Jake fasse le premier contact. Il était important qu'Evan reçoive le contexte complet avant d'entendre ma voix, pour éviter des réactions émotionnelles qui pourraient compromettre l'enquête. À la place, j'ai ouvert le carnet et j'ai commencé à écrire une chronologie détaillée des événements. Date exacte de mon admission, mardi 17 mars 2024. Heure approximative, 11h30. Paroles exactes d'Ethan, tu ne vaux plus rien maintenant. Tu es un déchet humain qui ne fait que contaminer ma vie par ton existence. Chaque détail, chaque geste, chaque pièce potentielle de preuve. J'ai aussi écrit des réflexions sur mon histoire avec Ethan. Les beaux moments. Son premier jour d'école à 5 ans, pleurant, s'accrochant à ma jambe jusqu'à ce que je le convainque qu'il serait courageux. Son diplôme universitaire avec mention en administration des affaires. La fierté que j'ai ressentie. Son mariage avec Nathalie. Dansant la valse maladroitement pendant que je riais. La naissance de Sarah, quand il m'a appelé à minuit en criant avec enthousiasme, « Papa, tu es grand-père ». Mais aussi les moments sombres que j'ai ignorés par amour aveugle. Quand je l'ai surpris à 16 ans en train de voler de l'argent dans le portefeuille de Béatrice. Quand il a brutalement licencié une femme de ménage pour avoir accidentellement cassé une assiette chère. Quand il s'est moqué d'un mendiant dans la rue devant Sarah, lui apprenant le mépris. Les signes étaient toujours là. J'ai juste refusé de les voir, blâmant le stress, les influences extérieures, tout sauf accepter que mon fils développait des valeurs corrompues. Cette nuit-là, allongé dans le lit confortable avec des draps propres, j'ai regardé le plafond, pensant à Béatrice. Si elle était en vie, aurait-elle empêché cela? Ou Ethan l'aurait-il trahi, elle aussi, pour hériter plus vite? La deuxième option me terrifiait davantage. Mon téléphone a vibré. Un message de Jake. J'ai contacté Evan. Il vient demain. Déguisé en consultant social. Prépare-toi. J'ai souri dans le noir. Les pièces d'échecs commençaient à bouger. Evan Shaw arriva à la maison de retraite à 10 heures précises le lendemain, vêtu d'un costume gris discret et portant une mallette en cuir noir qui identifiait n'importe quel consultant d'entreprise. Il avait 55 ans, des cheveux poivre et sel parfaitement coupés et ce regard pénétrant d'un avocat qui avait passé 20 ans au bureau du procureur avant de créer son cabinet privé. Jake l'escorta personnellement jusqu'à ma suite, le présentant au personnel comme un spécialiste des droits des patients gériatriques effectuant un audit de qualité. Personne ne questionna l'explication. Quand la porte se ferma derrière eux, Evan laissa tomber toute prétention professionnelle et me serra fort dans ses bras. Andrew, mon Dieu. Quand Jake m'a raconté au téléphone hier, je suis resté éveillé toute la nuit. Je n'arrivais pas à croire qu'Ethan soit capable de quelque chose comme ça. Sa voix se brisa légèrement. Il prit une profonde inspiration, retrouvant son sang-froid. Assieds-toi. J'ai beaucoup de choses à te rapporter, et rien n'est bon.
Nous nous sommes installés tous les trois autour du bureau. Evan ouvrit sa mallette, en extrayant un épais dossier avec des documents marqués d'onglets colorés. Son organisation méticuleuse était légendaire parmi ses clients. Commençons par les comptes bancaires, dit-il en ouvrant la section bleue. Votre fils a tenté d'accéder à vos 3 comptes principaux à la Bank of America en utilisant des procurations qu'il a fabriquées lui-même. Il a falsifié votre signature sur des documents notariés, affirmant que vous lui aviez accordé un plein pouvoir légal sur vos finances en raison d'un déclin cognitif progressif. Heureusement, le directeur de votre agence, Vincent Ortega, vous connaît personnellement depuis 18 ans. Il a trouvé les signatures suspectes et a temporairement bloqué l'accès, demandant une vérification supplémentaire. J'ai ressenti un soulagement mêlé d'horreur. Vincent m'a sauvé sans le savoir. Ethan sait-il qu'il a été bloqué? Oui. Selon Vincent, votre fils a fait une scène furieuse à l'agence il y a 10 jours, criant que c'était une urgence familiale, qu'il avait besoin des fonds pour votre traitement médical urgent. Vincent a tenu bon, expliquant que le protocole bancaire exige une confirmation personnelle du titulaire du compte en cas de changement aussi important. Ethan a menacé de le poursuivre en justice. J'ai qu'intervint, sa voix empreinte de mépris. Donc, il essaie activement de voler depuis plus de 2 semaines. Ce n'était pas une impulsion momentanée. C'est une campagne planifiée. Evan passa à la section jaune. Maintenant, les biens. Votre Mercedes-Benz modèle 2020 a été vendu il y a 3 semaines à un concessionnaire de voitures d'occasion dans une banlieue pour $15 400. Ethan a utilisé une copie des documents du véhicule auquel il avait apparemment accès, a signé en tant que votre mandataire et a reçu le paiement en espèces. Le concessionnaire n'a pas vérifié correctement car la transaction semblait légitime en surface. Ma voiture, murmurai-je. J'avais acheté cette Mercedes pour fêter mes 70 ans, un cadeau à moi-même après des décennies d'austérité. Est-elle récupérable? Difficile. Elle a déjà été revendue à un acheteur tiers. Nous pourrions intenter un procès, mais cela prendrait des années. Mieux vaut l'utiliser comme preuve criminelle de détournement de fonds. Evan continua, le visage de plus en plus sombre. Mais voici la partie vraiment alarmante. Votre propriété commerciale sur Main Street est en cours de vente. Ethan a trouvé un acheteur prêt à payer $400 000. Il a déjà signé un contrat d'achat, encore une fois en utilisant des documents falsifiés. La clôture finale est prévue dans 6 semaines devant un notaire. Si cela se produit, vous perdrez une propriété évaluée à près d'un demi-million de dollars. L'air me manqua. Comment arrêtons-nous ça? En déposant une plainte formelle auprès de l'association des notaires. J'ai déjà rédigé le document. J'ai juste besoin de votre signature m'autorisant. Le notaire est obligé de vérifier l'identité personnelle du vendeur avant la clôture. Lorsqu'il découvrira la fraude, non seulement la vente sera annulée, mais il y aura des preuves documentaires de la tentative. Je pris le stylo qu'Evan me tendit, signant d'une main tremblante mais déterminée. Quoi d'autre? Evan échangea un regard significatif avec Jake avant d'ouvrir la section rouge. Andrew, votre belle-fille, Nathalie, a visité cette maison de retraite il y a exactement 2 semaines. Elle a parlé avec le docteur Ramirez, le médecin généraliste ici. Jake hocha gravement la tête. J'ai examiné les notes de cette conversation hier. Nathalie a essayé de convaincre le docteur Ramirez d'augmenter votre médication psychiatrique, en particulier des antipsychotiques puissants qui induiraient une confusion et un déclin cognitif réel. Elle a affirmé que vous étiez dangereux, que vous aviez menacé de violence. Il voulait me transformer en ce qu'il prétendait que j'étais déjà, murmurai-je, nauséeux. Me droguer jusqu'à ce que le mensonge devienne réalité. Exactement. Heureusement, le docteur Ramirez est un professionnel éthique. Il a refusé la demande, expliquant qu'il ne prescrit des médicaments que sur la base d'une évaluation médicale directe, et non sur des demandes familiales. Mais voici le pire. Jake sortit un petit enregistreur de sa poche. J'ai les zones communes de l'établissement sous surveillance pour des raisons de sécurité. Nathalie ne savait pas qu'il y avait un microphone dans la salle d'attente. Écoutez ça. Il appuya sur play. La voix de Nathalie sortit, claire et sans équivoque. Docteur, comprenez la situation. Mon beau-père fait obstacle à nos projets financiers. Tant qu'il est lucide, il peut bloquer des transactions que nous devons réaliser. Si vous pouviez juste l'aider à être plus calme, plus confus. Nous ferions un don généreux de $5 000 à cette maison.
Personne n'a besoin de connaître les détails. La voix du docteur Ramirez répondit froidement. Madame, ce que vous suggérez est de la corruption pour commettre une faute professionnelle médicale. Je dois vous demander de quitter mon bureau immédiatement. Le bruit de pas précipité, une porte claquant violemment. Jake éteignit l'enregistrement. Tentative de corruption documentée, dit Evan avec une satisfaction sombre. C'est un délit grave. Nathalie pourrait encourir jusqu'à 4 ans de prison. Je suis resté silencieux, mesurant la profondeur de la conspiration. Ce n'était pas seulement Ethan agissant impulsivement. C'était une opération coordonnée avec Nathalie pour m'incapaciter chimiquement illégalement tout en volant systématiquement tout ce pour quoi j'avais travaillé pendant un demi-siècle. Y a-t-il plus? Demandai-je, bien qu'une partie de moi craignît la réponse. Evan hocha lourdement la tête. Ethan a déposé une demande judiciaire préliminaire pour vous faire déclarer légalement incompétent. Il a utilisé les faux diagnostics médicaux qu'il a obtenus. Dieu sait comment, probablement en soudoyant un médecin peu scrupuleux. L'audience est prévue dans 2 mois. Si le juge approuve l'incapacitation sans que vous soyez présent pour vous défendre, Ethan obtiendrait la tutelle légale complète, un contrôle total sur votre personne et votre patrimoine. Alors nous avons 2 mois pour monter une contre-attaque complète, dis-je, sentant ma détermination se cristalliser. Evan, j'ai besoin que tu documentes absolument tout. Chaque tentative de fraude bancaire, chaque falsification, chaque pot de vin. Nous allons construire un dossier pénal si solide qu'il sera irréfutable. Je suis déjà dessus. Mais Andrew? Evan me regarda directement. Pourquoi ne pas sortir maintenant? Nous avons suffisamment de preuves pour arrêter Ethan et Nathalie aujourd'hui. Pourquoi attendre? Je me suis levé, me dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Un vieil homme se promenait lentement parmi les rosiers, poussé dans un fauteuil roulant par une jeune infirmière. J'ai pensé à tous les parents âgés trahis par des enfants avides, réduits à des objets, à des obstacles monétaires. Parce que je veux qu'Ethan aille jusqu'au bout, ai-je répondu sans me retourner. Je veux qu'il exécute son plan complètement, qu'il croie qu'il a gagné, qu'il savoure cette fausse victoire. Ce n'est qu'alors, quand il sera le plus confiant et le plus vulnérable, que nous lui montrerons le miroir complet de sa monstruosité. La chute d'une plus grande hauteur génère un plus grand impact, et seul un impact absolu a une chance microscopique de transformation authentique. Evan referma lentement son dossier. Vous jouez aux échecs pendant que votre fils joue aux dames. Il n'a aucune idée de l'adversaire auquel il fait face. Mon fils m'a appris quelque chose sans le vouloir, dis-je en me tournant vers eux. Il m'a appris que l'amour paternel a des limites. Qu'un moment vient où il faut choisir entre protéger son enfant des conséquences ou le protéger avec les conséquences. J'ai passé 72 ans à choisir la première option. Il est temps de choisir la seconde. Jake s'approcha, posant une main sur mon épaule. Et si cela ne le change pas, Andrew, s'il est trop tard pour sa rédemption, alors au moins tu l'empêcheras de détruire d'autres personnes. Sarah, de futurs partenaires, des employés, quiconque croisera son chemin. Parfois, sauver une âme signifie d'abord la briser complètement pour la reconstruire sur des bases solides. Nous sommes restés silencieux tous les 3, unis par un but commun. Evan a finalement parlé. Je continuerai d'enquêter. Chaque semaine, je vous apporterai des mises à jour déguisées en audit. Nous documenterons tout jusqu'au dernier détail. Après leur départ, je me suis assis pour écrire une longue lettre à Sarah. Elle méritait de savoir la vérité, éventuellement, mais pas encore. D'abord, je devais achever cette architecture de justice éducative. Brique par brique, preuve par preuve. Mon téléphone a vibré. Un message de Jake. Rose rapporte qu'Ethan n'a pas appelé une seule fois pour demander de tes nouvelles. 4 semaines de silence absolu. 4 semaines depuis qu'il m'a abandonné ici pour mourir. Oublié. J'ai souri amèrement. Parfait. Chaque jour d'abandon était une autre ligne dans le dossier sur sa cruauté. Le jour exact où j'ai achevé 3 mois enfermé au pain, un jeudi pluvieux de mi-juin, j'ai entendu des coups désespérés à la porte de ma suite. Il était 16 heures. Jake était parti à une réunion administrative à la mairie. Je lisais des rapports juridiques qu'Evan m'avait laissés ce matin-là quand les coups sont devenus plus insistants. Papy, je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre. Mon cœur s'est arrêté. Sarah. C'était la voix de Sarah, chargée d'angoisse et de détermination.
Je me suis levé si vite que j'ai eu un vertige momentané, courant vers la porte. Je l'ai ouverte. Là se trouvait ma petite fille, trempée par la pluie, les cheveux noirs collés au visage, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle portait un sac à dos d'université sur une épaule. Et dans sa main, elle tenait un téléphone portable montrant un écran avec l'adresse de l'asile. Nous nous sommes regardés pendant une seconde éternelle avant qu'elle ne se jette dans mes bras, sanglotant contre ma poitrine. Papy, je t'ai trouvé. Je t'ai enfin trouvé. Je l'ai serré dans mes bras avec une force que je ne savais pas posséder encore, sentant 3 mois de douleur concentrée s'écouler à travers ce contact. Sarah, ma chérie, comment? Elle s'est légèrement écartée, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Entre. Nous avons beaucoup de... Est-ce que quelqu'un d'autre sait que je suis venu? Juste le personnel de la réception, je suppose. Entre vite. J'ai fermé la porte, la guidant vers le canapé. Elle a laissé tomber son sac à dos, regardant autour de la suite avec un mélange de soulagement et de confusion. Cet endroit est... Je ne m'attendais pas à ça. Papa a dit que tu étais dans une clinique spécialisée en Suisse pour un traitement expérimental contre l'Alzheimer. Ton père ment extraordinairement bien quand ça l'arrange, ai-je répondu avec une amertume que je ne pouvais pas cacher. Assieds-toi, Sarah. Je dois te dire toute la vérité avant qu'il ne découvre que tu m'as trouvé. Pendant la demi-heure suivante, je lui ai tout raconté. La fausse sortie d'anniversaire, les mots cruels, le dépouillement de mes affaires, l'isolement forcé. Elle a écouté, son expression se transformant de choc en horreur, puis en fureur contenue. Quand j'ai mentionné la tentative de Nathalie de me droguer par corruption médicale, Sarah s'est levée brusquement. Je savais que quelque chose n'allait pas, papy. Il y a 2 mois, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Papa rentrait à la maison avec des sacs de magasins chers. Maman avait de nouveaux bijoux chaque semaine. Ils ont acheté une nouvelle Audi, une A6, pour 62 000 $, payée en espèces. Quand j'ai demandé d'où venait tant d'argent, papa a dit que l'entreprise était en plein essor. Elle s'est rassise, sortant un petit carnet de son sac à dos. Mais j'étudie la psychologie, papy. Je sais reconnaître les schémas comportementaux. Alors j'ai commencé à documenter. Elle a ouvert le carnet, me montrant des pages remplies d'une écriture serrée. J'ai enregistré chaque gros achat, chaque voyage, chaque dépense étrange. J'ai pris le carnet, lisant avec une stupéfaction croissante. Sarah avait documenté méticuleusement. 3 avril, voyage à Dubaï, 5 jours, hôtel de luxe, estimé à 8 000 $. 16 avril, maman achète un collier de diamants, 18 000 $, selon une conversation téléphonique que j'ai surprise. 29 avril. Papa achète une Rolex submarinée, 13 000 $. La liste continuait page après page. À la fin, Sarah avait calculé le total, 123 000 $ en 4 mois. Sarah, c'est de l'or en barre comme preuve. Comment as-tu su me chercher ici spécifiquement? Elle a souri tristement. Il y a 3 semaines, j'ai essayé de t'appeler. Ton numéro était déconnecté. Je suis allé à ton appartement. Le courrier non relevé s'accumulait. J'ai confronté papa. Il a répété l'histoire de la Suisse, mais quelque chose dans ses yeux. Il mentait. Je le savais avec une certitude absolue. Elle se pencha en avant, l'intensité brûlant dans son regard. J'ai commencé à enquêter par moi-même. Je suis allé dans son bureau un soir où il était sorti. J'ai trouvé des documents, des papiers avec ta signature qui semblaient bizarres, différents. Et j'ai trouvé des reçus de paiement pour cette résidence. 3 mois prépayés pour un total de 3600 $. Et puis rien, comme s'il t'avait juste abandonné ici, attendant que tu disparaisses tout simplement. Ma gorge s'est serrée d'émotion. Tu as risqué gros en fouinant comme ça. Si ton père t'avait surprise. Je me fiche de ce que papa pense, dit-elle avec une véhémence inhabituelle. Tu es mon grand-père, le seul qui m'a appris de vraies valeurs. Qui m'a écouté quand tout le monde m'ignorait. Qui a payé pour mon université quand papa a dit que c'était une dépense inutile parce que les femmes finissent par se marier de toute façon. Je te dois tout. Des larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. Sarah, tu dois m'écouter attentivement. Ce que je vais te demander est difficile, peut-être impossible, mais c'est crucial. Elle hocha sérieusement la tête. N'importe quoi, papy. J'ai besoin que tu retournes à la maison et que tu agisses comme si de rien n'était.
Tu ne peux pas révéler que tu m'as trouvé. Tu ne peux pas confronter ton père. J'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles à l'extérieur, documentant chaque mouvement de tes parents, pendant que je construis un dossier juridique solide contre eux. Je vis le conflit dans son expression. Tu veux que je prétende que tout est normal alors que je sais qu'ils te retiennent prisonnier ici? Je ne suis plus un prisonnier, ai-je expliqué. Le directeur de cette maison, Jacob Miller, est mon meilleur ami depuis 43 ans. Il me protège, m'aide à rassembler des preuves. J'ai un avocat qui travaille sur le dossier. Mais nous avons besoin de plus de temps, de plus de preuves. Si nous agissons prématurément maintenant, ton père pourrait échapper à toutes les conséquences. Sarah traita l'information, se mordant la lèvre inférieure comme elle le faisait depuis qu'elle était enfant quand elle réfléchissait profondément. Donc, c'est un piège. Tu laisses papa penser qu'il a gagné pendant que tu prépares une contre-attaque. Exactement. Mais Sarah, tu dois comprendre quelque chose. Cela se terminera par des accusations criminelles graves contre ton père. La prison, probablement. Ta mère aussi. Peux-tu vivre avec ça? Elle m'a regardé sans ciller. Papy, il y a un mois, j'ai entendu maman dire au téléphone, le vieil homme devrait juste mourir rapidement et nous épargner les ennuis. Elle parlait de toi. Mon propre père t'appelle déchet humain quand il pense que personne n'écoute. Ce ne sont plus mes parents. Ce sont des étrangers avides qui utilisent ton argent pour vivre des fantasmes de luxe pendant que tu pourris ici. Alors oui, je peux très bien vivre en les regardant payer. Je les serrai de nouveau dans mes bras. Tu es plus forte et plus courageuse que je ne l'étais à ton âge. Mais ce sera douloureux. Les voir tous les jours, simuler l'amour familial alors que tu connais la vérité. Je le vis déjà depuis des semaines, répondit-elle. Au moins maintenant, j'aurai un but. De quoi as-tu besoin que je documente spécifiquement? Nous avons passé l'heure suivante à élaborer des stratégies. Sarah continuerait son journal de dépenses détaillé. Elle essaierait de photographier des documents si elle avait de nouveau accès au bureau d'Ethan. Elle enregistrerait des conversations si possible en utilisant une application d'enregistrement sur son téléphone. Elle signalerait toute réunion étrange, tout appel suspect, tout comportement inhabituel. Aussi, ai-je ajouté, reste en contact avec mes amis proches, Philippe Reed, Marcus Torres, des gens qui me connaissent depuis des décennies. Demande-leur de rédiger des déclarations testimoniales sur mon état mental historique, confirmant que je n'ai jamais montré de signes de démence ou de violence. Ces témoignages détruiront les faux diagnostics de ton père. Sarah écrivait furieusement dans un nouveau carnet que je lui avais fourni. À quelle fréquence communiquons-nous? Utilise ce numéro. J'ai écrit mon numéro de téléphone secret sur un bout de papier. Mémorise-le. Puis détruis le papier. Appelle-moi seulement depuis des endroits privés. Jamais de chez toi où il pourrait t'entendre. La bibliothèque de l'université, les toilettes publiques, les parcs. Varie les lieux. Elle a mémorisé le numéro, répétant les chiffres jusqu'à ce qu'elle les maîtrise, puis a déchiré le papier en minuscules morceaux et les a jetés dans les toilettes. Quand elle est revenue, son expression était celle d'un soldat acceptant une mission dangereuse. Une dernière chose, papy. Qu'est-ce qui m'arrive à la fin de tout ça? Quand papa et maman seront arrêtés, où est-ce que je me retrouve? J'ai pris ses mains dans les miennes. Sarah, tu es innocente. Tu es aussi une victime de leurs mensonges. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. J'ai des ressources, des propriétés, des investissements que ton père n'a pas pu toucher. Ton éducation est assurée. Ton avenir est assuré. Tu ne seras jamais seul. Elle a pleuré en silence, serrant mes mains. Merci, papy. Pour tout. Pour ne pas avoir abandonné. Nous, les Carter, nous n'abandonnons pas, ai-je répondu avec un petit sourire. Ta grand-mère Béatrice me l'a appris, et maintenant tu me le rappelles. Sarah est restée une demi-heure de plus avant que la pluie ne se calme. Quand elle s'est finalement préparée à partir, elle m'a serré dans ses bras une dernière fois. Je te sortirai d'ici bientôt, papy. Je le promets. Tu l'as déjà fait, ma chérie. Tu m'as redonné de l'espoir et un but. C'est plus précieux que la liberté physique. Je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir, sac à dos sur l'épaule, la tête haute. En elle, j'ai vu l'avenir, la rédemption, la preuve que tout n'était pas perdu. Si ma lignée avait produit un monstre comme Ethan, elle avait aussi produit un ange comme Sarah.
Cette nuit-là, allongé dans le noir, j'ai réfléchi à l'étrange équilibre de l'univers. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné une petite fille guerrière. Et peut-être, juste peut-être, à la fin de cette route douloureuse, je récupérerai aussi une partie de ce fils. Ou du moins, je sauverai son âme de la damnation totale. La dernière semaine de juin a marqué le tournant définitif de ma stratégie. 3 mois exactement depuis mon admission forcée, et chaque pièce du puzzle s'est finalement assemblée avec la précision d'une montre suisse. Evan est arrivé ce lundi à midi avec une mallette sensiblement plus lourde que lors des visites précédentes, son visage affichant un mélange de satisfaction professionnelle et de dégoût moral. « Andrew, nous avons tout », annonça-t-il en laissant tomber la mallette sur mon bureau avec un bruit sourd. « Absolument tout ce qu'il faut pour enterrer légalement ton fils et Nathalie. La question n'est plus de savoir si nous pouvons gagner, mais combien de temps tu veux les faire souffrir avant d'agir. » J'écantra quelques instants plus tard, verrouillant la porte. Nous avions synchronisé ces réunions comme une opération militaire. Nous nous sommes assis tous les trois tandis qu'Evan dépliait des dossiers organisés avec des onglets numérotés de 1 à 15. Commençons par la bombe la plus récente, dit-il en ouvrant le dossier numéro 1. Confirmé par un détective privé, Ethan a cessé de payer la maison de retraite après les 3 mois initiaux prépayés. 3 600 $ a été le total qu'il a déboursé. Après cela, silence absolu. Il s'attendait à ce que l'administration te transfère simplement dans un établissement public surpeuplé ou, pire encore, te laisse dans la rue quand il ne pourrait pas le contacter. J'ai qu'intervint, la voix pleine de dégoût. En effet, nous avons reçu 3 appels administratifs pour tenter de contacter Ethan au sujet du renouvellement du paiement. Tous sont allés directement sur sa messagerie vocale. Il a intentionnellement évité de répondre, supposant que nous nous débarrasserions simplement du problème automatiquement. Abandon prémédité, ai-je commenté froidement. Ajoutez-le au dossier. Evan hocha la tête, prenant une note sur sa tablette. Dossier 2, enregistrement audio de Nathalie tentant de soudoyer le docteur Ramirez avec 5 000 $ pour te médicamenter psychiatriquement. J'ai une transcription officielle certifiée. Tentative de corruption médicale, peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison, continua-t-il méthodiquement. Dossier 3, analyse graphologique des documents bancaires prouve que les signatures sur les procurations soumises par Ethan ont été falsifiées. J'ai engagé 3 experts indépendants en écriture. Tous les 3 sont d'accord. Des imitations grossières de ta signature authentique. Voici les rapports techniques avec des superpositions numériques montrant les divergences dans la pression du trait, les angles, les proportions. Sarah m'avait envoyé une photo de l'un de ces faux documents. Le voir maintenant sous analyse professionnelle était troublant. Mon fils avait pratiqué ma signature des dizaines de fois pour créer une version convaincante pour un œil non averti, mais la technologie moderne révélait chaque irrégularité microscopique. Dossier 4, poursuivit Evan. Vente frauduleuse de ta Mercedes-Benz. J'ai une déclaration sous serment du concessionnaire confirmant qu'Ethan s'est présenté comme ton mandataire légal. Il a utilisé des documents qui semblaient légitimes. Il a reçu 15 400 $ en espèces, qu'il n'a jamais déclaré à l'impôt. Évasion fiscale ajoutée au détournement de fonds. Jake siffla à voix basse. À combien de crimes en sommes-nous? C'est différent jusqu'à présent, répondit Evan sans lever les yeux de ses notes. Dossier 5, tentative de vente de la propriété de Main Street. J'ai contacté le notaire désigné pour la clôture. Il a confirmé un rendez-vous prévu pour le 23 juillet, dans exactement 3 semaines. Ethan a déjà signé le contrat d'achat en utilisant à nouveau des documents falsifiés. Le notaire a accepté ma plainte formelle, a bloqué la transaction et a ouvert une enquête interne. L'acheteur sait-il ce qui se passe, demandai-je. Oui. Un homme nommé William Science, un homme d'affaires légitime qui pensait faire une affaire honnête. Il est furieux contre Ethan, menaçant de le poursuivre en justice pour dommages et intérêts pour avoir perdu son temps et ses ressources en due diligence. Il pourrait être un témoin précieux au procès. Evan ouvrit le dossier 6 avec une expression particulièrement sombre. C'est peut-être le plus troublant. Sarah m'a fourni son journal documentant les dépenses extravagantes de tes fonds volés. J'ai engagé un expert comptable pour retracer l'origine exacte de l'argent. Résultat, Ethan a vendu ta Mercedes pour 15 400 $ en espèces. Il a retiré 48 000 $ d'un compte d'épargne joint que tu avais avec Béatrice, un compte dont il a hérité à sa mort, mais qu'il n'était légalement pas censé toucher avant ton décès, selon les clauses du testament. J'ai senti une pointe dans ma poitrine.
Ce compte était pour Sarah. Béatrice et moi l'avions créé spécifiquement pour l'éducation universitaire de notre petite fille. Je sais. J'ai lu le testament de Béatrice. Clause 17, paragraphe 3, les fonds doivent rester intacts jusqu'au décès de mon mari Andrew, moment auquel ils seront transférés intégralement à notre petite fille, Sarah Carter, pour ses études supérieures. Ethan a violé le testament de sa propre mère. Jake se leva, se dirigeant vers la fenêtre, les mains dans les poches. Comment quelqu'un peut-il tomber si bas, non seulement trahir son père, mais aussi profaner la mémoire de sa mère? La cupidité dissout les liens que l'amour a construits, dis-je doucement. Continue, Evan. Dossier 7, déclaration testimoniale que Sarah a recueillie suivant tes instructions. Philip Reed, ton partenaire de bridge depuis 25 ans, confirme que tu joues à des jeux complexes, mémorisant chaque carte jouée. Marcus Torres, ton partenaire de gym, témoigne que tu as terminé le marathon de Chicago à 70 ans. Dr Alice Mendoza, ton médecin traitant depuis 18 ans, fournit un historique médical complet ne montrant aucun signe de déclin cognitif lors des examens annuels jusqu'en février dernier, un mois avant ton admission. Preuve médicale contredisant complètement les diagnostics frauduleux qu'Ethan a présentés. Jake résuma exactement. Dossier 8, traçabilité financière des dépenses d'Ethan et Nathalie des 4 derniers mois. Voyage à Dubaï et Paris, 12 000 $. Audi A6, 62 000 $ payés en espèces. Bijoux d'hiver, 23 000 $. Vêtements de créateur, 8 000 $. Restaurant de luxe, 7 000 $. Électronique, 4 000 $. Total documenté par Sarah, 123 000 $ exactement. Evan me regarda directement. Andrew, ton fils a dépensé presque autant en 4 mois de futilité que tu n'as gagné en 3 ans en tant qu'ingénieur civil. De l'argent volé pendant qu'il t'avait enfermé, te croyant oublié. Je pris une profonde inspiration, contrôlant la rage qui menaçait de déborder. Quoi d'autre? Dossier 9, demande judiciaire d'incapacité légale déposée par Ethan il y a 6 semaines, basée sur des rapports médicaux que j'ai personnellement enquêtés. Le supposé médecin qui a signé le diagnostic d'Alzheimer avancé s'avère être Ramon Vega Molina, un médecin à la retraite qui a perdu sa licence il y a 3 ans pour négligence grave. Il est actuellement interdit de pratiquer la médecine. Cependant, il vend apparemment des signatures contre de l'argent. Combien Ethan l'a-t-il payé, demanda Jake. Selon les relevés bancaires que j'ai obtenus via une ordonnance du tribunal préliminaire, 2 500 $ transférés sur le compte de Vega Molina le 8 mars, 9 jours avant ton admission. Paiement pour un faux diagnostic, documenté électroniquement. Les dossiers continuaient. 10. Analyse psychologique médico-légale demandée par Evan, évaluant ma capacité mentale actuelle à travers les entretiens que nous avons menés ici. Conclusion, fonction cognitive supérieure à 90% des hommes de mon âge. 11. Témoignage du personnel de la maison de retraite, Rose et Linda principalement, confirmant mon comportement lucide et constant pendant 3 mois. 12. Enquête complète sur les actifs révélant mes 3 propriétés commerciales, mes investissements, mes comptes bancaires. Total vérifié, 1 317 000 $. 13. Testament actuel nommant Ethan comme héritier principal. Un document qui nécessite évidemment une modification urgente. 14. Chronologie photographique compilée par Sarah montrant le style de vie modeste d'Ethan jusqu'en mars, par rapport à l'explosion de luxe depuis avril. 15. Enregistrements audio capturés secrètement par Sarah ou Nathalie dit, je cite, « Quand le vieil homme mourra enfin, nous vendrons tout et déménagerons en Floride. Imagine la vie que nous aurons avec plus d'1 million, net et sans impôt. » Quand Evan eut terminé, le silence emplit la pièce comme un brouillard dense. 3 autres dossiers contenaient des projets juridiques, une plainte pénale complète, une demande d'ordonnance restrictive et un nouveau testament excluant complètement Ethan. Andrew, dit enfin Evan, tu as entre les mains la capacité de détruire complètement ton fils. Une poursuite pénale entraînerait un minimum de 5 ans de prison, en additionnant tous les crimes. Il perdra son entreprise, sa réputation, sa famille, tout. Es-tu absolument sûr de vouloir continuer? Je fermai les yeux, visualisant le petit garçon qu'Ethan avait été. 5 ans, pleurant après être tombé de vélo, moi bandant ses genoux et raflé tout en promettant, papa te protégera toujours. Mais ce garçon est mort il y a longtemps, remplacé par un homme qui m'a appelé déchet humain. Continue avec tout, ai-je répondu en ouvrant les yeux. Mais avec une modification. Ils me regardèrent tous les deux, perplexes.
Je veux inclure un chemin vers la rédemption dans le testament. Si Ethan démontre un changement authentique par 500 heures de service communautaire dans des maisons de retraite sur 5 années consécutives, une thérapie psychologique hebdomadaire documentée et la restitution complète de l'argent volé, il pourra recevoir une petite pension mensuelle de 1200 $. Pas l'héritage complet, mais une survie digne. Sarah héritera de 80% à la condition de l'aider s'il remplit les conditions. Evan cligna des yeux, surpris. Après tout ce qu'il t'a fait, tu lui donnes encore une porte de sortie? Ce n'est pas une porte de sortie. C'est une dernière chance de sauver son âme. Il la refusera probablement. Il échouera probablement. Mais j'ai besoin de savoir que j'ai essayé jusqu'au bout. Jake sourit tristement. Tu es un homme meilleur que ce que ton fils mérite. Peut-être. Ou peut-être suis-je juste un père qui ne peut pas complètement abandonner l'espoir. Le premier jour de juillet s'est levé avec un ciel clair et une agréable température de 22 degrés. Une journée parfaite pour la liberté. À 9 heures du matin, un huissier de justice a frappé à la porte de ma suite, me remettant une enveloppe scellée avec l'insigne du tribunal. Jake était présent en tant que témoin. Monsieur Andrew Carter, lut formellement l'huissier, vous êtes par la présente notifié qu'une ordonnance de libération immédiate a été émise suite à l'examen de votre cas. Vous êtes libre de cette institution, avec effet immédiat. De plus, une ordonnance de protection a été émise contre Ethan Carter et Natalie Carter, leur interdisant tout contact direct ou indirect avec vous sous peine d'arrestation. J'ai signé l'accusé de réception d'une main étonnamment stable. 3 mois de planification atteignaient leur apogée, mais ce n'était que le début de la phase 2, confrontation et conséquences. Evan avait tout coordonné méticuleusement. Je ne retournerai à aucune de mes adresses connues. Au lieu de cela, j'ai déménagé dans un appartement que j'avais acheté il y a 15 ans dans un quartier discret. Une propriété dont Ethan n'a jamais su l'existence. Une 4e propriété gardée dans le secret absolu. Un refuge que j'avais prévu précisément pour des urgences imprévisibles comme celle-ci. L'appartement était au 5e étage d'un vieil immeuble restauré. 60 mètres carrés, 2 chambres, un petit balcon donnant sur une place bordée d'arbres. Modeste mais confortable. Jake m'a accompagné personnellement, m'aidant à installer des meubles de base qu'Evan avait achetés quelques jours plus tôt. Es-tu sûr de ne pas vouloir rester chez moi? A proposé Jake alors que nous rangions des vêtements dans un placard. J'ai une chambre d'amis qui est en permanence vide. J'ai besoin d'indépendance, ai-je expliqué. Cet endroit représente un nouveau départ. De plus, stratégiquement, il vaut mieux qu'Ethan ne puisse pas me retrouver par des associations connues. Pendant que nous organisions, mon téléphone portable a sonné. Sarah. Papy. Papa vient de recevoir une grande enveloppe par courrier recommandé. Il est blême en lisant les documents. Je l'entends mentionner une plainte pénale, falsification, ordonnance du tribunal. Je pense que ta contre-attaque est arrivée. C'est exact, ma chérie. Reste alerte, mais en sécurité. N'interviens pas. Quoi qu'il arrive. Observe et rapporte. 5 minutes plus tard, Evan a appelé. Les 4 plaintes pénales ont été livrées simultanément. Une à Ethan à son bureau, une autre à Nathalie au gymnase où elle fait du pilate. Une 3e au notaire qui allait conclure la vente frauduleuse, et une 4e à la Bank of America. Un gel préventif sur tous tes comptes contre tout accès non autorisé a également été exécuté. Ethan découvrira qu'il est complètement coupé de ton patrimoine. J'ai raccroché et j'ai regardé Jake. Maintenant vient la partie intéressante. Ethan va essayer de me contacter désespérément. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 11 heures du matin, Rose m'a appelé des épins. Monsieur Carter, un homme prétendant être votre fils est arrivé il y a 10 minutes, exigeant de vous voir. Il crie à la réception, menaçant de poursuivre la maison en justice. Nous lui avons expliqué que vous avez été légalement libéré ce matin, mais il n'accepte pas la réponse. Devrions-nous appeler la sécurité? Oui, Rose, et documenter tout. S'il devient violent, appelez la police. Une demi-heure plus tard, Sarah a rapporté, Papy, papa est rentré à la maison comme un ouragan. Il a cassé une lampe en la jetant contre le mur. Il crie que quelqu'un l'a trahi, que c'est un complot. Maman pleure, disant qu'ils ont besoin d'un avocat d'urgence. Papa a essayé de t'appeler à ton ancien numéro, mais évidemment, il est déconnecté. Maintenant, il appelle tous tes amis connus. Personne ne répond.
J'ai souri avec une satisfaction sombre. Philippe, Marcus et les autres avaient reçu pour instruction d'ignorer complètement tout contact d'Ethan. L'étau se resserrait. À 14 heures, Nathalie s'est présentée au bureau d'Evan sans rendez-vous. Il m'a appelé des toilettes pendant qu'elle attendait à la réception. Andrew, ta belle-fille est là, hystérique. Elle dit qu'elle veut négocier, que tout était un terrible malentendu. Devrais-je la voir? Enregistre-la si elle accepte de parler, mais sois clair qu'il n'y a aucune négociation possible. Les accusations criminelles sont déposées. Seul le bureau du procureur peut les retirer maintenant, et ils ne le feront pas avec des preuves aussi accablantes. Evan l'a vu brièvement, comme il me l'a raconté plus tard. Nathalie a alterné entre des supplications larmoyantes et des menaces voilées. Andrew est sénile, confus. Nous essayons juste de le protéger. C'est de la maltraitance de personnes âgées, manipulées par vous. Evan lui a simplement tendu une copie des enregistrements audio où elle essayait de soudoyer le docteur Ramirez et parlait d'attendre que le vieil homme meure. Nathalie est sortie du bureau en titubant. Le vrai coup est venu à 16 heures. Le procureur chargé de l'affaire, une femme nommée Béatrice Romero réputée pour être implacable, a convoqué Ethan et Nathalie pour une déposition obligatoire le 9 juillet. Evan avait présenté un dossier si exhaustif que le procureur a décidé de procéder immédiatement sans autre enquête. Sarah m'a envoyé une photo de la convocation qu'Ethan avait laissée sur la table de la salle à manger. Dessus, une liste d'accusations préliminaires, institutionnalisation forcée illégale, falsification de documents publics, tentative de fraude bancaire, détournement de fonds, corruption de fonctionnaires médicaux, violation d'un testament, évasion fiscale. 7 crimes graves qui, combinés, pourraient entraîner de 8 à 10 ans de prison. Cette nuit-là, installé dans mon nouvel appartement, j'ai fait une camomille en examinant les documents laissés par Evan. Le Nouveau Testament était prêt pour ma signature, entièrement rédigé. Sarah hériterait de 800 000 $ en propriété et investissement. 200 000 $ iraient à une fondation caritative pour les maisons de retraite. 150 000 $ à Jack en remerciement pour son aide. Le reste couvrirait les frais juridiques et une réserve d'urgence. Ethan recevait exactement 0 $ d'héritage direct. Mais comme je l'avais promis, il y avait la clause de rédemption. S'il accomplissait 60 heures mensuelles de service communautaire dans des maisons de retraite pendant 5 années consécutives, suivait une thérapie psychologique hebdomadaire avec des rapports trimestriels vérifiés, et restituait chaque dollar volé par des paiements mensuels, il pourrait recevoir une pension de survie de 1200 $ par mois, gérée par une fiducie que Sarah contrôlerait. C'était une offre généreuse, compte tenu de ses crimes. Il la rejetterait probablement par orgueil, mais ma conscience serait tranquille, sachant que j'avais tendu une dernière main. Sarah est venue me rendre visite vers 20 heures, utilisant les transports en commun pour éviter d'être suivie. Elle a apporté de la nourriture maison qu'elle avait préparée, une tortilla espagnole, de la salade, du pain fraîchement cuit. Nous avons mangé en silence au début, tous deux traitant l'ampleur de ce qui avait été déclenché. « Comment vont tes parents ?» ai-je finalement demandé. Elle a poussé la nourriture dans son assiette. Détruit. Papa n'a pas quitté son bureau à domicile depuis des heures. Je l'entends passer des appels frénétiques, probablement à la recherche d'un avocat prêt à le défendre. Maman a fait une grande valise. Je pense qu'elle prévoit d'aller chez sa sœur à Barcelone. Elle parle de divorce, de se sauver elle-même. Léra quitte le navire qui coule, ai-je commenté sans émotion. Sarah m'a regardé avec des yeux brillants. Papy, je sais que tu as fait ce qu'il fallait, mais ça fait quand même mal. Ce sont mes parents, avec tous leurs horribles défauts. Une partie de moi se souvient encore quand papa m'emmenait au parc, quand maman me brossait les cheveux pour les fêtes de l'école. Est-ce que ça disparaît tout simplement? J'ai pris sa main par-dessus la table. Ça ne disparaît pas, Sarah. Ces souvenirs sont réels. Une partie de ce qu'ils étaient avant que la cupidité ne les corrompe. Mais les gens changent, pas toujours pour le mieux. Ta douleur est légitime. Faire le deuil des parents qu'ils étaient ne signifie pas que tu me trahis ou que tu trahis la justice. Elle a hoché la tête, les larmes coulant. Est-ce que tu pleures pour papa? Tous les soirs, ai-je admis. Je pleure pour le garçon qu'il était, pour l'homme qu'il aurait pu être, pour la relation que nous avons perdue. Mais ça ne change pas ce que je dois faire. Parfois, l'amour le plus profond exige les décisions les plus difficiles. Nous sommes restés debout jusqu'à minuit à parler de l'avenir. Sarah envisageait une spécialisation en gérontologie après cette expérience,
travaillant pour protéger les aînés vulnérables des abus familiaux. Sa passion était inspirante. Quand elle est partie, je suis resté sur le balcon à regarder la place silencieuse. Des lampadaires éclairaient des bancs vides où, pendant la journée, des vieillards nourrissaient les pigeons. J'ai pensé à tous les parents âgés subissant des trahisons similaires en silence, sans les ressources ni les connaissances pour se défendre. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Papa, c'est Ethan. S'il te plaît, nous devons parler. C'est un terrible malentendu. Je t'aime. Appelle-moi. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Puis un autre message d'un numéro différent. Andrew, c'est Nathalie. Ethan était confus. J'essayais de t'aider. S'il te plaît, retire les plaintes. Pense à Sarah. J'ai bloqué celui-là aussi. Evan m'avait prévenu qu'il tenterait une manipulation émotionnelle désespérée. Je ne tomberai pas dans le piège. Une troisième notification. Un email d'un avocat représentant Ethan demandant une réunion urgente pour régler l'affaire à l'amiable avant un scandale public. J'ai transféré l'email à Evan avec une simple note, réponds-y. Ma réponse est non. Je me suis finalement couché après 1h du matin, dormant pour la première fois depuis des mois sans cauchemar d'abandon. Parce que maintenant, celui qui était abandonné, ce n'était pas moi. C'était mon fils, face aux conséquences qu'il avait construites de ses propres mains cruelles. Le 9 septembre, 2 mois après ma libération, le jour de l'audience préliminaire est arrivé. Salle d'audience 3 du tribunal pénal de Chicago, un imposant bâtiment en pierre de taille sur la place de la ville. Evan est venu me chercher à 8h, passant en revue la stratégie finale ensemble pendant le trajet en taxi. Souviens-toi, Andrew, reste calme, peu importe ce qu'Ethan ou son avocat disent. La juge Martinez est connue pour valoriser le sang-froid et la cohérence. Nous avons préparé cela méticuleusement, mais ton impression personnelle sera cruciale. Nous sommes arrivés 30 minutes en avance. La salle était encore vide. Des rangées de bancs en bois verni, une estrade surélevée où le juge présiderait, les drapeaux national et de l'État flanquant le sceau judiciaire. Nous avons pris place au premier rang, du côté gauche. Jake est arrivé 10 minutes plus tard, vêtu d'un costume sombre formel. Sarah est entrée seule, évitant de me regarder directement pour ne pas montrer un favoritisme évident avant de témoigner. À 9h précises, les portes du fond se sont ouvertes. Ethan est entré avec son avocat, un homme costaud d'une 60aine d'années nommé Richard Kahn, connu pour défendre des causes perdues avec des tactiques agressives. Mon fils avait l'air hagard, 20 ans de plus que ses 45 ans. Costume froissé, cerne profond, mains tremblant légèrement. Nos regards se sont croisés pendant une seconde interminable. J'ai vu dans ses yeux un mélange de terreur, de rage et quelque chose qui ressemblait à une supplication. J'ai détourné le regard. Nathalie n'est pas apparue. Son avocate, une jeune femme nommée Patricia San, a soumis un certificat médical affirmant une dépression nerveuse aiguë qui l'empêchait d'assister. La juge a froncé les sourcils mais a accepté l'absence temporaire. Audience préliminaire dans l'affaire pénale numéro 2024 à 3512. Le peuple contre Ethan Carter et Nathalie Carter. Accusation, institutionnalisation forcée illégale, falsification, fraude, détournement de fonds, corruption et autres. Levez-vous tous. La juge Mercedes Martinez est entrée. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux argentés tirés en arrière, lunettes de lecture suspendues à une chaîne en or. Sa réputation était juste mais inflexible. Elle s'est assise, ajustant le microphone. L'accusation peut procéder à la présentation des preuves préliminaires. Le procureur Romero s'est levé, une femme de 40 ans à la présence imposante. Pendant l'heure suivante, elle a présenté le cas systématiquement. Elle a projeté une chronologie complète sur un grand écran. 17 mars, admission forcée. Témoignage de Rose et Linda, les infirmières, témoignant qu'Ethan a décrit une violence et une démence inexistantes. Analyse graphologique des signatures falsifiées. L'enregistrement audio de Nathalie essayant de soudoyer le docteur Ramirez a été diffusé dans la salle à plein volume. Quand la voix de Nathalie a rempli la pièce en disant « 5 000 $ pour le médicamenté plus fort, j'ai besoin qu'il soit confus », j'ai vu Ethan s'enfoncer dans sa chaise. Plusieurs spectateurs dans la galerie publique ont murmuré avec indignation. J'ai qu'à témoigner en premier. Je connais Andrew Carter depuis 43 ans. Nous avons construit le bâtiment municipal d'Austin ensemble en 1982.
C'est un homme avec une mémoire photographique, un esprit d'analyse brillant. Quand j'ai découvert qu'il était admis dans ma maison de retraite sous un faux diagnostic de démence, j'ai été horrifié. Pendant 3 mois, j'ai observé son comportement quotidien. Il n'a jamais montré un seul signe de déclin cognitif. Il jouait aux échecs avec moi. Nous discutions de politique internationale. Il résolvait des mots croisés avancés. Son admission était une fraude complète. L'avocat quand a tenté un contre-interrogatoire. N'est-il pas pratique, monsieur Miller, que vous, étant un ami de la prétendue victime, lui ayez fourni une chambre privilégiée et l'ayez aidé à fabriquer cette accusation contre une famille aimante? Jake le regarda avec une froideur tranchante. Ce qui aurait été pratique, conseillé, c'était de signaler immédiatement la fraude aux autorités. Je ne l'ai pas fait parce qu'Andrew m'a convaincu de documenter méthodiquement chaque aspect du complot criminel de son fils. Et grâce à cette patience stratégique, nous avons des preuves irréfutables. Rose et Linda ont témoigné ensuite, corroborant tout. Rose a ajouté un détail dévastateur. Ethan Carter n'a pas appelé une seule fois en 3 mois pour prendre des nouvelles de son père. Pas une seule fois. Il a cessé de payer après la période initiale, comme s'il avait jeté des ordures, s'attendant à ce que quelqu'un d'autre les ramasse. Je travaille avec les personnes âgées depuis 12 ans. J'ai vu de la négligence, mais jamais un abandon aussi calculé. Evan a présenté les dossiers bancaires montrant les tentatives d'accès frauduleux. Vincent Ortega, le directeur de la Bank of America, a témoigné sur les procurations falsifiées et le comportement erratique d'Ethan lorsqu'elles ont été bloquées. C'était au tour de Sarah. Ma petite fille s'est dirigée vers la barre avec une dignité qui m'a rempli de fierté. Elle a juré de dire la vérité, posant sa main sur la Constitution, sa voix ferme. Le procureur Romero l'a guidée doucement. Sarah, expliquez au tribunal votre relation avec l'accusé. Ethan Carter est mon père biologique. Monsieur Andrew Carter est mon grand-père paternel. Et qu'avez-vous observé dans les mois qui ont suivi l'admission de votre grand-père? Sarah a ouvert son journal, lisant d'une voix pleine d'émotions contrôlées. Mes parents vivaient soudainement comme des millionnaires. Voyages internationaux, voitures de luxe, bijoux coûteux. Quand j'ai demandé d'où venait l'argent, papa a dit que l'entreprise était en plein essor. Mais j'ai vérifié les états financiers de l'entreprise qu'il avait laissée dans son bureau. L'entreprise perdait de l'argent, elle n'en gagnait pas. Alors, j'ai commencé à documenter systématiquement. Elle a présenté des photographies, des reçus, des notes. Le total vérifié, 123 000 $ en 4 mois. Cet argent ne provenait pas d'un travail honnête. Il provenait du vol de mon grand-père pendant qu'il était enfermé, croyant être abandonné à la mort. Quand a tenté d'attaquer? Mademoiselle Carter, n'est-il pas vrai que votre grand-père vous a promis un héritage substantiel si vous témoignez contre votre père? Sarah le regarda directement. Mon grand-père m'a offert un soutien inconditionnel parce qu'il l'a toujours fait. Je témoigne contre mon père non pas pour de l'argent, mais parce que j'ai été témoin de ses crimes et que je ne peux pas vivre avec cette complicité silencieuse. Je suis étudiante en psychologie. Je comprends la manipulation, l'abus de pouvoir et la violence financière contre les personnes vulnérables. Mon père a commis tous ces actes. Finalement, on m'a appelé à la barre. J'ai marché lentement, conscient de chaque regard. J'ai juré de dire la vérité, m'asseyant en face de la juge Martinez. Le procureur Romero a demandé, Monsieur Carter, décrivez avec vos propres mots les événements du 17 mars 2024. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant la demi-heure suivante, j'ai tout raconté chronologiquement. La promesse de la sortie spéciale, le trajet vers les Hupins, la révélation brutale, les mots exacts d'Ethan. Tu ne vaux plus rien maintenant. Tu es un déchet humain qui contamine ma vie. Le dépouillement de mes affaires, le confinement, l'isolement complet. À un moment quelconque, avez-vous demandé ou consenti à cette admission, demanda le procureur. Jamais. C'était un enlèvement prémédité. Mon fils a planifié chaque détail pour se débarrasser de moi pendant qu'il volait mon patrimoine. Quand a tenté de discréditer. Monsieur Carter, n'est-il pas vrai que vous souffriez d'épisodes de confusion, que vous oubliez des choses importantes? Conseiller, j'ai 72 ans. J'oublie parfois où j'ai laissé mes clés. Cela ne constitue pas une démence. Je peux réciter de mémoire mes 50 projets d'ingénierie les plus importants, dates exactes, budget, spécifications techniques. Voulez-vous que je le démontre?
La juge Martinez a presque souri. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Carter. J'ai présenté les avis médicaux de 3 médecins indépendants, tous confirmant ma pleine capacité mentale. Le docteur Alice Mendoza, mon médecin depuis 18 ans, a témoigné que mes derniers examens cognitifs en février montraient une excellente fonction. Quand Ethan a finalement été appelé à témoigner, son avocat a tenté de le faire garder le silence, invoquant son droit de ne pas s'auto-incriminer. La juge a autorisé le silence, mais a ordonné, l'accusé peut choisir de ne pas témoigner, mais le tribunal prend note de son silence et en tiendra compte lors de l'évaluation des preuves présentées. Ethan s'est levé brièvement, a regardé vers l'endroit où j'étais, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Il a ouvert la bouche comme pour vouloir parler, mais quand l'a tiré par le bras, le faisant rasseoir. La juge Martinez a longuement examiné ses notes. Finalement, elle a parlé. Les preuves présentées par l'accusation sont accablantes et cohérentes. De multiples témoignages, de la documentation médico-légale, des enregistrements audio, des analyses d'experts, tout indique un complot criminel systématique pour incapaciter frauduleusement M. Andrew Carter et s'approprier son patrimoine. Compte tenu du poids des preuves, le tribunal ordonne la poursuite du processus pénal. M. Ethan Carter restera en liberté conditionnelle avec interdiction de quitter le pays, obligation de se présenter chaque semaine aux autorités et une ordonnance restrictive absolue de 500 mètres de son père. L'audience de jugement est fixée au 3 novembre. La séance est levée. Le coup de marteau a retenti dans la salle silencieuse. Je suis sorti du palais de justice entouré d'Evan et de Jake. Sarah m'a serré dans ses bras sur les marches. « Tu l'as fait, papy. »« Nous l'avons fait », ai-je corrigé en l'embrassant sur le front. Ethan est sorti quelques minutes plus tard, entouré de photographes. Quelqu'un avait divulgué l'affaire à la presse. Les titres sur les téléphones des journalistes lisaient déjà « Un ingénieur âgé accuse son fils d'institutionnalisation forcée et de vol ». Mon fils m'a cherché du regard à travers la foule. Nos yeux se sont croisés une dernière fois avant que son avocat ne le pousse vers une voiture qui l'attendait. Dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la rage, mais la dévastation absolue d'un homme confronté pour la première fois au monstre qu'il était devenu. 3 jours après l'audience préliminaire, je me suis assis en face du notaire public Fernando Alcazar dans son bureau de la rue Genoa, un bureau traditionnel avec des étagères en acajou remplies de codes juridiques, un bureau ancien poli jusqu'à l'éclat, le sceau officiel de l'État accroché au mur. Evan m'accompagnait en tant que témoin, ainsi que Jake, qui avait insisté pour assister à ce moment historique. Monsieur Carter, commença le notaire en ajustant ses lunettes, j'ai examiné en profondeur le testament que vous souhaitez formaliser. Je dois confirmer que vous êtes entièrement certain de ces dispositions. Elles sont, pour le moins, inhabituelles. Entièrement certain, ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surpris moi-même. Ce testament ne représente pas seulement la distribution de mon patrimoine, mais une tentative finale de leçon morale. Le notaire hocha la tête, commençant la lecture formelle. Testament et dernière volonté d'Andrew Carter. En pleine possession de mes facultés mentales, comme le démontrent les rapports médicaux ci-joints, je dispose de mon patrimoine, évalué à environ 1 317 000 $, comme suit. Premièrement, je révoque expressément tout testament, codicile ou disposition testamentaire antérieure. Ce document annule complètement le testament précédent du 15 janvier 2018, qui nommait mon fils, Ethan Carter, comme héritier principal. J'ai senti le poids de ces mots. J'avais rédigé ce testament précédent en pensant à la continuité familiale, en supposant qu'Ethan protégerait l'héritage que j'avais construit. Quelle naïveté, poursuivit le notaire. Deuxièmement, je nomme ma petite-fille, Sarah Carter, comme mon héritière principale, lui accordant 80% de mon patrimoine total, soit environ 1 053 000 $. Ce legs comprend la propriété de Main Street, la propriété d'Oak Avenue, les investissements à la Bank of America et les comptes d'épargne désignés. Sarah, qui était venue directement de l'université, sanglotait en silence. Je lui serrai la main. Troisièmement, je fais don de 200 000 $ à la Fondation pour la protection des aînés vulnérables, une organisation dédiée à la prévention des abus contre les personnes âgées. Ce don doit être utilisé spécifiquement pour créer un programme d'aide juridique gratuite pour les aînés confrontés à des mauvais traitements familiaux. C'était une cause qui avait acquis un sens profond après mon expérience. Si mon histoire sauvait ne serait-ce qu'une personne âgée d'une trahison similaire, chaque moment de douleur en valait la peine. Quatrièmement,
je fais don de 150 000 $ à Jacob Miller en reconnaissance de son amitié indéfectible de 43 ans et de son aide inestimable pendant mon moment de plus grande vulnérabilité. Jake protesta immédiatement. Andrew, ce n'est pas nécessaire. J'ai fait ce que n'importe quel frère ferait. C'est précisément pourquoi tu mérites une reconnaissance, ai-je répondu. De plus, ces fonds peuvent améliorer les installations des pins, au profit des futurs résidents. Le notaire attendit que nous nous calmions avant de continuer. Cinquièmement, et c'est la clause la plus complexe, concernant mon fils, Ethan Carter, j'établis une exhérédation absolue du patrimoine principal en raison d'actions qui constituent des motifs légaux d'exhérédation selon la section 853 du Code civil, notamment des mauvais traitements psychologiques graves, un détournement de biens et un abandon délibéré. La pièce devint complètement silencieuse. Même en ayant discuté longuement, l'entendre formaliser était stupéfiant. Cependant, poursuivit le notaire, lisant attentivement, j'établis une possibilité extraordinaire de rédemption par l'accomplissement strict des conditions suivantes sur une période ininterrompue de 5 ans. 1. Accomplir 60 heures mensuelles vérifiées de services communautaires dans des maisons de retraite, s'occupant personnellement de résidents atteints de démence, de paralysie ou de conditions nécessitant des soins intensifs. Cette spécification était délibérée. Ethan devait expérimenter de première main ce que signifie prendre soin des aînés vulnérables qu'il avait lui-même prévu d'abandonner. 2. Assister à une thérapie psychologique hebdomadaire avec un professionnel certifié, en soumettant des rapports trimestriels vérifiables de progrès authentiques. 3. Restituer intégralement chaque dollar détourné, y compris les 15 400 $ de la Mercedes vendue, les 48 000 $ du compte de Béatrice et les dépenses documentées par Sarah totalisant 123 000 $. Total à restituer, 186 800 $, par des paiements mensuels minimum de 3 000 $. Evan avait calculé que ces paiements prendraient plus de 5 ans à compléter, assurant un engagement soutenu. 4. Soumettre une lettre mensuelle de réflexion authentique sur ses actions, d'au moins 2 pages, démontrant une compréhension progressive du tort causé et une croissance morale authentique. Ces lettres seront évaluées par un comité de 3 psychologues indépendants nommés par l'exécuteur testamentaire. Si Ethan Carter remplit absolument toutes ces conditions pendant 5 années consécutives sans faute, Sarah Carter sera autorisée, et non obligée, à lui fournir une pension mensuelle de 1 200 $ par le biais d'une fiducie administrée par elle. Cette pension est suffisante pour une survie digne mais modeste, enseignant la valeur de l'argent gagné par l'effort et l'humilité. Sarah a parlé pour la première fois. Papy, et si papa rejette ces conditions? Alors il recevra exactement ce que je lui ai donné au pain, rien, 0 $. Mais il aura eu le choix. Il aura connu le chemin de la rédemption. Et s'il choisit de ne pas le prendre, ce sera une décision consciente qui reflète son vrai caractère. Le notaire a conclu la lecture. Sixièmement, je nomme Evan Shaw comme exécuteur testamentaire principal de ce testament, lui accordant 50 000 $ supplémentaires pour ce travail, que j'anticipe complexe et prolongé. Septièmement, l'appartement de ce quartier est laissé à Sarah comme résidence personnelle, non transférable pendant 10 ans. Huitièmement, toutes les dépenses de ce testament seront couvertes par une réserve de 30 000 $ désignée spécifiquement. Souhaitez-vous ajouter une dernière déclaration personnelle, demanda le notaire. J'avais préparé cela mentalement pendant des semaines. Oui, que le procès-verbal indique, ce testament n'est pas né de la haine, mais d'un amour paternel qui reconnaît ses limites. J'ai passé 72 ans à protéger mon fils des conséquences, croyant que l'amour signifiait un bouclier contre la réalité. J'ai appris douloureusement que le véritable amour exige parfois de permettre aux conséquences d'enseigner des leçons que les mots n'ont jamais pu enseigner. Si Ethan remplit les conditions de rédemption, il démontrera une transformation authentique digne d'une seconde chance. Sinon, il vivra en sachant qu'il a eu cette chance et l'a refusée. Dans tous les cas, j'aurai accompli mon dernier devoir de père, offrir un chemin vers le salut sans garantir qu'il le prendrait. J'ai signé chaque page avec une signature ferme. Evan et Jake ont signé en tant que témoins. Le notaire a apposé les sceaux officiels. Il a enregistré le document dans le protocole notarial. Une copie certifiée a été déposée au registre général des dernières volontés. C'est légalement formalisé, annonça le notaire. À partir de ce moment, au décès du testateur, ces dispositions sont contraignantes et irrévocables. Nous avons quitté le bureau du notaire dans l'après-midi ensoleillé de septembre. Sarah marchait entre Jake et moi, le bras lié au mien. Papy, que penses-tu que papa fera quand il l'apprendra? Je ne sais pas, ma chérie.
Mais ce n'est plus ma responsabilité de prédire ou de contrôler ses réactions. J'ai planté la graine. J'ai fourni l'eau et la lumière à travers ces conditions. Quel germe ou meurt dépend entièrement de lui. Evan nous a emmenés déjeuner dans un restaurant tranquille. Pendant le repas, nous avons discuté des réalités pratiques. Nathalie avait finalisé le divorce 3 jours après l'audience préliminaire, emportant la moitié des biens matrimoniaux restants et laissant Ethan avec des dettes juridiques importantes. L'entreprise familiale qu'Ethan avait héritée de Béatrice était techniquement en faillite. Les créanciers entamaient des procédures de saisie. Ethan avait tout perdu, famille, réputation, stabilité financière, respect social. Sarah a rapporté qu'il vivait seul dans un modeste appartement loué dans une banlieue ouvrière, travaillant comme assistant administratif dans un hôpital, gagnant $1 800 par mois. Une chute d'un cadre ostentatoire à un employé de base en 5 mois. Précisément ce qu'il avait besoin d'expérimenter. Le processus pénal se terminera en novembre, a expliqué Evan. Le procureur demande une peine de 5 ans de prison, mais comme vous êtes une victime âgée, une circonstance aggravante pourrait augmenter la peine. Plus probable est 3 années effectives avec 2 conditionnels s'il accepte la culpabilité et évite un procès prolongé. Et le service communautaire du testament peut-il être accompli simultanément avec une peine pénale, demanda Jake. Oui, en fait, un juge pourrait considérer ce service communautaire volontaire comme un facteur atténuant démontrant un remords authentique. Ce serait stratégiquement intelligent pour Ethan de commencer immédiatement avant la sentence. Nous avons fini de déjeuner tard. Sarah est retournée à l'université pour un cours de l'après-midi. Jake est retourné au pain pour une réunion administrative. Evan et moi avons marché lentement dans le parc, profitant du parfait après-midi d'automne. Andrew, tu as construit une brillante architecture juridique, a commenté Evan. Mais l'architecture émotionnelle, comment la gères-tu? Je me suis assis sur un banc face à l'étang. Certains jours, je me réveille en oubliant momentanément ce qui s'est passé, cherchant le téléphone pour appeler Ethan et discuter comme nous le faisions avant. Puis je me souviens et ça fait mal comme une blessure fraîche. D'autres jours, je ressens un soulagement d'avoir enfin agi après des années de négligence éducative. C'est contradictoire, complexe, douloureux, mais nécessaire. Penses-tu qu'il remplira les conditions? Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi l'espère désespérément. Une autre partie se prépare à une dernière déception. Mais cette incertitude est précisément le but. Il doit choisir. Je ne peux pas forcer une transformation. Je peux seulement créer les conditions qui la rendent possible. Nous sommes restés assis jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, peignant le ciel en orange et rose. La vie continuait, indifférente aux drames humains. Et moi, pour la première fois depuis des décennies, je me sentais en paix avec les décisions que j'avais prises, quel que soit le résultat final. 11 mois après ce mardi dévastateur de mars, où mon fils m'a abandonné au pain, je me suis assis sur le balcon de mon appartement, regardant février arriver avec une brise fraîche et un ciel clair. C'était dimanche matin, et la place en bas se remplissait de familles se promenant, de vieillards nourrissant les pigeons, d'enfants courant après des ballons. La vie ordinaire, belle dans sa simplicité. Jake arriverait dans une demi-heure pour notre déjeuner hebdomadaire, qui était devenu une tradition sacrée. Sarah étudiait pour ses examens finaux de sa dernière année de psychologie, mais avait promis de passer cet après-midi. Ma vie avait trouvé un rythme tranquille et modeste, profondément satisfaisant d'une manière que des années d'abondance n'avaient jamais atteint. Le procès final s'était conclu en novembre, comme l'avait prédit Evan. Ethan a accepté une négociation de plaidoyer, évitant un long processus. La peine, 3 ans et demi de prison dont 2 avec sursis, ce qui signifie qu'il purgerait 18 mois effectifs s'il maintenait une bonne conduite, plus 500 heures de service communautaire obligatoire dans des institutions gériatriques. Nathalie a reçu 2 ans de probation pour complicité et corruption, évitant la prison mais la laissant avec un casier judiciaire permanent. L'entreprise familiale a fermé définitivement en décembre. Les créanciers ont liquidé les actifs, couvrant à peine 60% des dettes. Ethan est sorti de ce naufrage financier avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et le fardeau psychologique d'avoir détruit l'héritage de sa mère. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit en janvier que je traitais encore émotionnellement. Sarah m'a appelé un après-midi, la voix pleine d'émotions contenues. « Papy, je dois te dire quelque chose à propos de papa, mais je ne sais pas comment tu vas réagir. » Mon cœur s'est accéléré. « Dis-moi, Sarah, quoi que ce soit. »
J'ai commencé à faire du bénévolat à l'hospice Notre-Dame de la Charité dans le cadre de mon stage universitaire. C'est un endroit où les patients atteints d'Alzheimer avancé et de démence sévère reçoivent des soins palliatifs. J'y travaille les mardis et jeudis après-midi. Et papy, j'y ai trouvé papa. J'ai arrêté de respirer un instant. Quoi? Il fait du bénévolat, papy. Pas le service obligatoire de sa peine de justice. Il fait ça dans un autre endroit supervisé. C'est du bénévolat supplémentaire, authentique, que personne ne l'oblige à faire. Je l'ai vu aider un vieil homme de 80 ans à manger lentement, lui essuyant la bouche avec une patience infinie, lui parlant doucement, même si l'homme ne répondait pas de manière cohérente. Il ne m'a pas vu au début. Je l'ai observé pendant 20 minutes avant de m'approcher de lui. Et qu'as-tu dit? Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Papy, il a pleuré. Il a dit qu'il avait besoin de comprendre. Que chaque nuit depuis l'audience, il rêve de toi enfermé au pain, seul, effrayé, abandonné. Que ces images le hantent sans repos. Il a dit que la seule façon de trouver quelque chose qui ressemble à la paix était d'expérimenter de première main ce que signifie prendre soin des aînés vulnérables qu'il avait prévu de jeter. Des larmes coulaient sur mes joues sans permission. Depuis combien de temps fait-il ça? Le coordinateur de l'hospice m'a dit qu'il avait commencé en novembre, juste après la sentence. Il y va 5 jours par semaine, 70 à 80 heures par mois, bien plus que les 60 requises par ton testament. Il le fait sans publicité, sans chercher de crédit. Il se présente simplement, travaille en silence et part. Cette information m'a hanté pendant des semaines. Une partie de moi voulait y croire comme un signe authentique de transformation. Une autre partie restait sceptique, se souvenant des manipulations passées. Était-ce un repentir réel ou une performance calculée pour réclamer éventuellement l'héritage conditionnel? Evan a conseillé la prudence. Andrew, 11 mois n'efface pas 45 ans de schémas comportementaux. Observe, documente, mais ne te fais pas de faux espoirs prématurément. La vraie transformation prend des années à se vérifier. J'ai qu'été plus optimiste. J'ai vu une rédemption authentique chez les gens. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Peut-être que toucher le fond si brutalement a finalement réveillé quelque chose en lui. Sarah me fournissait des rapports mensuels. Ethan a continué son bénévolat sans faute. Il avait commencé une thérapie psychologique hebdomadaire avec un médecin spécialisé dans la réhabilitation des auteurs de maltraitance familiale. Il vivait dans un minuscule appartement de 30 mètres carrés. Il travaillait à son poste administratif sans se plaindre, cuisinait des repas simples, lisait des livres sur la gérontologie le soir. Il a également appris l'existence du testament par son avocat, que Evan a formellement contacté. Sa réaction, selon Sarah, qu'il a vue après, a été un effondrement émotionnel complet. « Je ne mérite même pas cette chance », a-t-il dit entre deux sanglots. « Mais je la prendrai. Je consacrerai le reste de ma vie à essayer de devenir l'homme que papa a toujours cru que je pouvais être. » En février, Sarah m'a apporté une enveloppe de manille. « Papy, papa m'a demandé de te donner ça. Il ne sait pas si tu la liras, mais il avait besoin de l'écrire. » À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 8 pages. Écriture tremblante, taches de larmes séchées visibles sur le papier. J'ai commencé à la lire dans l'intimité de ma chambre cette nuit-là. « Papa, je n'ai pas le droit de t'appeler ainsi après ce que j'ai fait, mais tu es la seule chose que tu as jamais été, mon père. Moi, par contre, j'ai cessé d'être ton fils le jour où je t'ai appelé déchet humain. » Ces mots, que je pensais me donner du pouvoir, sont devenus des chaînes que je porte jour et nuit. Chaque vieil homme que j'aide à nourrir à l'hospice a ton visage. Chaque main tremblante que je tiens est la tienne, que j'ai refusée. Chaque regard confus d'un patient atteint de démence me rappelle le mensonge monstrueux que j'ai inventé sur toi. Je ne dors pas plus de 3 heures d'affilée. Les cauchemars sont ma seule compagnie méritée. Je n'écris pas pour demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. J'écris parce que le docteur Alvarez, mon thérapeute, dit que je dois affronter la vérité complète. J'ai détruit l'homme le plus noble que j'ai jamais connu pour une avidité si stupide que je ne comprends plus comment j'ai pu valoriser l'argent au-dessus de ton amour. Maman serait anéantie. Sarah me regarde avec pitié plus qu'avec amour. J'ai tout perdu et cela devrait être une punition suffisante. Mais ce n'est pas le cas, car pire que de perdre des choses matérielles, c'est de se réveiller chaque jour en sachant que j'ai trahi le seul être qui m'a aimé inconditionnellement. J'ai commencé à rembourser l'argent.
$3000 par mois sur mon salaire de $1800. Je vis avec $700. Je mange du riz, des lentilles, du pain. Je marche 4 kilomètres pour aller au travail chaque jour pour économiser sur les transports. Je vends mes biens restants, non pas à cause de l'obligation du testament, mais parce que je ne mérite pas de confort alors que tu as souffert à cause de moi. J'ai qu'à visiter l'hospice où je suis bénévole. Il m'a vu de loin sans que je le sache. Sarah me l'a dit plus tard. Elle a dit qu'il te ferait un rapport. Je ne sais pas si ça compte. Je le fais parce que chaque fois que je tiens la main d'un vieil homme abandonné, j'imagine que c'est la tienne, que j'ai lâché si cruellement. Et dans ces moments, pendant de brèves secondes, je ressens quelque chose qui ressemble à un but. Papa, si tu lis ceci, je veux juste que tu saches que tu as raison de ne pas me croire encore. Je ne me crois pas moi-même non plus. Mais je continuerai d'essayer chaque jour, pendant des années s'il le faut, pour devenir quelqu'un qui, peut-être un jour lointain, méritera de te regarder à nouveau dans les yeux sans mourir de honte. Ton fils, qui a cessé d'en être un, mais qui supplie de pouvoir regagner ce titre. Ethan. J'ai plié la lettre lentement, la plaçant dans le tiroir de mon bureau à côté de vieilles photos d'Ethan enfant. Je ne savais pas quoi ressentir. Douleur, espoir, scepticisme, amour blessé, tout mélangé dans un enchevêtrement impossible à démêler. Quand Jake est arrivé pour le déjeuner, je lui ai montré la lettre. Il l'a lue entièrement, la laissant sur la table avec un profond soupir. Andrew, cela pourrait être une manipulation sophistiquée, ou cela pourrait être un réveil authentique. Seul le temps le dira. Je sais. Mais Jake, pour la première fois depuis des mois, je ressens quelque chose que je croyais mort. Un espoir microscopique que mon fils n'est pas complètement perdu. Sarah est arrivée cet après-midi avec des nouvelles supplémentaires. Elle avait longuement parlé avec le docteur Alvarez, le thérapeute d'Ethan, qui, avec la permission de son patient, a partagé sa perspective professionnelle. Votre père vit ce que nous appelons une crise existentielle post-traumatique. Le poids de ses actions l'a écrasé psychologiquement. Il est dans un processus douloureux et authentique de déconstruction de son ego et de reconstruction de ses valeurs. Je ne garantis pas le succès, mais l'effort est authentique. Les mois suivants se sont poursuivis sur un schéma similaire. Ethan a maintenu son travail, son bénévolat, sa thérapie et ses paiements de restitution. Pas d'échec, pas d'excuses, pas de publicité. Sarah me tenait informé mais respectait mon besoin de distance émotionnelle. En avril, presque un an après le début du cauchemar, j'ai reçu une deuxième lettre d'Ethan, plus courte, plus ciblée. Elle détaillait les leçons apprises en s'occupant de Don Ricardo, un patient de 87 ans atteint d'Alzheimer en phase terminale, qui croyait qu'Ethan était son fils décédé. Je le serre dans mes bras, papa. Je le laisse m'appeler Michael. Je lui donne le réconfort que je t'ai refusé. Et chaque étreinte est ma pénitence et mon éducation. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai envisagé la possibilité d'une éventuelle réconciliation. Pas maintenant. Peut-être pas avant des années. Mais un jour, si Ethan continuait sur cette voie, peut-être pourrions-nous partager un café en silence. Cela n'effacerait pas le passé. Je n'oublierai jamais. Mais peut-être, juste peut-être, nous trouverions quelque chose de nouveau, construit sur les ruines de ce qui a été détruit. Je me suis levé du balcon alors que Jake frappait à la porte. La vie continuait, jour après jour. Sarah s'épanouissait, obtenant son diplôme avec mention et acceptant un emploi à la Fondation pour la protection des aînés. Jake et moi planifions un voyage à Austin pour revisiter le bâtiment que nous avions construit il y a 4 décennies. J'écrivais mes mémoires, documentant cette expérience, dans l'espoir d'aider d'autres aînés confrontés à des trahisons similaires. Et quelque part dans la ville, mon fils nettoyait l'incontinence d'un vieil homme inconnu, apprenant enfin ce que signifie la dignité humaine. Je ne savais pas si cette histoire aurait une fin heureuse. Peut-être qu'elle n'en méritait pas. Mais elle avait quelque chose de plus précieux, une fin honnête où les conséquences enseignaient des leçons que l'amour aveugle n'aurait jamais pu enseigner. Et ça, ai-je découvert, était suffisant pour me laisser dormir en paix. Si vous aimez cette histoire, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour entendre la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.